ça va arriver. C'est bon. Allez, le premier. Voilà. On va vous donner un micro, il arrive. Bonsoir. Je m'appelle Elisabeth Zimanski, ça fait 23 ans que j'habite dans ma maison. Et j'ai une question, moi c'est ma principale priorité au niveau de la sécurité et surtout au niveau des rodéos qui se passent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je subis ça depuis plus de 20 ans et ça j'en peux plus. Donc là je cherche même à partir. Donc ce sont les bons citoyens qui doivent partir, chose que je trouve ça vraiment inadmissible. Et là tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, là les beaux temps, les beaux jours arrivent et ça va être la semaine aussi. Je ne peux même plus sortir chez moi. J'ai ma baie vitrée qui est fermée constamment parce que le bruit des motos, c'est insupportable. Donc je passe mes soirées et puis mes week-ends à faire des déclarations rodéo auprès de la police. Parce qu'on peut faire des déclarations parce que téléphoner, ça sert à rien. Donc voilà. J'avais une question, donc c'était savoir si vous étiez au courant et si vous aviez l'intention de faire quelque chose à ce niveau. Et si oui, laquelle ou lesquelles. Merci. Alors oui, on est au courant parce qu'on nous remonte souvent ces problématiques et pour lesquelles on pose des questions aussi au conseil municipal. On va vous passer les réponses qu'on obtient. Mais je pense que voilà, je vais laisser la parole à Philippe, qui aura plus la charge de la sécurité, qui sera à même de vous répondre. Oui, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, votre question elle est pertinente. Bien sûr, nous sommes au courant des rodéos qui se passent sur la zone verte, et notamment avec le bon temps. Donc, vous avez pu voir que dans notre programme, nous envisageons donc la création d'une police municipale. Pourquoi nous envisagerons cette création? Parce que pour répondre justement à tous les problèmes de sécurité auxquels peuvent être confrontées une commune. Et effectivement, les rodéos que vous citez, donc qui font partie des incivilités, à partir du moment où il y a un arrêté municipal justement qui interdit cette circulation des motos, des quads, etc., mais qui n'est pas bien sûr respecté. Actuellement, la problématique, c'est que justement, nous n'avons pas de police municipale. La police nationale, on fait ce qu'elle peut, mais la police nationale n'a pas que Eva Malmaison sur sa circonscription. Progressivement, donc nous, dès que bien sûr que nous serons élus, écoutez, nous on va essayer de remédier à ça et de monter cette police municipale dont on a tant besoin ici au sein de notre commune. Comment dirais-je, on ne peut pas s'allier à une autre commune qui a déjà une police municipale. Tout à fait. C'est dans notre projet de mutualiser les moyens. Alors cette mutualisation, elle a plusieurs intérêts. Le fait déjà de mutualiser les moyens, ça réduit les coûts. Ça réduit les coûts en matière d'équipement, en matière de tenue, de véhicules, même de formation. Il faut savoir que les policiers municipaux sont formés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces formations ont un coût, bien évidemment. Donc on a déjà pris contact notamment avec le maire de Leforest, Christian Musial, pour lui expliquer effectivement notre intention donc de mutualiser les moyens. Il a été quand même très réceptif effectivement à notre proposition, car c'est une proposition encore qui va encore s'analyser et qui demandera encore des investigations nécessaires aussi avec les autres communes limitrophes. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une politique de mutualisation qui fonctionne très bien entre les communes de Noyelles-Godeau, de Dourges et puis de Courtel, et notamment sur leur intervention la nuit, parce que effectivement, la mutualisation, on gagne effectivement en compétences territoriales. Il faut savoir qu'une police municipale, actuellement, ses limites, ce sont celles uniquement de la commune. Actuellement, la commune de Leforest, elle s'arrête pratiquement au rond-point d'entrée, donc sur Évin. À partir du moment où vous mutualisez, et notamment avec des conventions qui sont passées avec d'autres communes, vous étendez donc la compétence territoriale donc des agents. Donc, et effectivement, après la question de moyens, c'est une question de répartition en termes de planning et puis bien sûr d'équipement. Et si je peux me permettre, la police municipale, oui, mais je rappelle qu'il y a une personne élue qui a des pouvoirs de police sur la commune, c'est le maire. Donc, à un moment, il faut aussi s'en servir. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir des belles paroles, dire si c'est ça, mais le maire a quand même un pouvoir de police. Donc, mais est-ce qu'elle utilise son pouvoir de police? Voilà, c'est ça aussi le problème. Parce que des plaintes, elles vont en avoir quand même.
certainement. C'est sûr, il va y avoir un drame dans la Oui. rue Jacques Prévert, je vous le dis. Ah oui. Moi, la réaction, elle me dit, la police, elle fait bien son travail. Voilà ce qu'elle va dire. Elle fait bien la police, fait bien son travail. Comme ça, elle se montre pas. Mais la police, c'est un pouvoir régalien de l'État, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur en vouloir, ils ont 14 communes aussi, donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas gérer. Vous savez, beaucoup de communes se dotent de police municipale, justement, parce que les effectifs de police nationale ou de gendarmerie ne sont plus suffisants. Voilà, c'est la raison pour laquelle beaucoup de communes se dotent de police municipale. Hein. C'est uniquement ça. Hein. Si effectivement les forces de l'ordre, on va dire traditionnelles, étaient suffisamment donc importantes, effectivement, certaines communes n'auraient pas forcément besoin de se doter d'une police municipale. Mais on en est là, c'est la réalité, hein, c'est la réalité aussi de la réalité de notre pays. Et effectivement, beaucoup de communes maintenant passent par là. Donc effectivement, je comprends effectivement la problématique, mais effectivement, à partir du moment où vous aurez quand même des agents qui seront en mesure d'exercer un contrôle, bah, effectivement, et de verbaliser. Et ensuite, bon, il faut pas oublier non plus que les ASVP et puis les policiers municipaux, ils sont en étroite collaboration, en étroite concertation avec les forces de police, avec les forces de police. Donc effectivement, eux, ils auront également des moyens d'identification. Je pense notamment des motos, des quads, ou quoi que ce soit. Donc effectivement, le risque zéro n'existera jamais. Hein. Il faut bien se rendre à l'évidence. Mais par contre, entre ne rien avoir comme notre situation actuelle et mettre en place une structure qui va pouvoir quand même résoudre quelques problèmes, je pense que c'est quand même que ça sera bénéfique pour notre commune. Hein. Et avant la répression, il y a aussi la dissuasion qui va passer aussi par des caméras de vidéoprotection, c'est le bon terme, parce que le meilleur moyen de dissuasion, c'est le portefeuille. Donc une fois qu'on a ciblé la personne et puis qu'elle est verbalisée, au bout d'une fois, deux fois, ça commence à calmer. C'est le vrai levier, hein. Le vrai levier, c'est ça, c'est l'argent. Ça, c'est autre chose, c'est même, bon, ça se voit même au niveau national, hein, donc voilà, hein, donc vous savez, voilà, hein, ça c'est autre chose. Après, on est dans le domaine juridique, hein, après c'est le magistrat qui va décider. Hein. Je rejoins les doléances de ces dames, des incivilités routières. Il y a également le problème de stationnement anarchique. Il y a des gens, quand ils ont acheté un logement, je crois qu'ils ont acheté la place de stationnement. Et ça, c'est une place qui est réservée aux visiteurs. Parce que dans chaque propriété, on peut déjà placer 2 ou 3 voitures. Et il y a des gens également qui, dans des carrefours, ils stationnent devant un stop et qu'en face, il y a un parking. C'est aberrant. Je peux en parler, alors là, en tout état de connaissance de cause. J'ai habité plus de 10 ans, moi, dans la résidence des poètes. Alors c'est bien beau, maintenant c'est une obligation de toute façon environnementale de faire des noues. Donc d'un côté on a des parkings, d'un côté on a une noue. C'est bien la semaine parce qu'on met la voiture, et puis parce que mon fils il y a 12 ans, mais 6 ans après il y en a 18, il y a une voiture supplémentaire, et le week-end on reçoit la famille. Donc ça devient problématique, j'ai pas dit anarchique, problématique. Le problème c'est le rôle, encore une fois, des élus. La concertation, elle doit être le meilleur moyen de dissuasion. Qu'est-ce que vous avez vu des élus? Vous les avez vus, ils sont venus à votre rencontre, on pose des questions, on n'a pas de réponse, c'est-à-dire qu'on préfère, à un moment donné, il ne faut plus faire l'autruche. Il faut pouvoir qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas de la répression, mais le pouvoir de l'élu, il doit être là pour trouver le meilleur moyen de concertation avec les riverains. Le bien vivre en ville, ça ne doit pas être qu'un bon mot qui est marqué sur un papier, ça doit pouvoir se pratiquer. Et pour le pratiquer, il faut une réelle volonté municipale. Ça passe pas que par le maire, hein, ça passe par l'ensemble des élus présents aussi. Et il n'y a pas meilleur moyen que, je veux dire, la discussion, il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir sortir d'une situation problématique et de trouver des compromis. De toute façon, la vie, c'est ça, c'est toujours une histoire de compromis et de trouver, moi je fais ça, il n'y a pas meilleur moyen pour moi que ça. Le dialogue, la discussion, voilà. Et auparavant, il y a quelques années, j'ai eu une réunion pas loin du cimetière avec Madame la maire. Et pour moi, c'était des réponses erronées. Parce qu'il y a une rue, il y avait un stock qui avait été renversé, il a été plus de 4 mois sur le trottoir, il n'a jamais été reposé.
Alors, quand j'ai posé la question à Madame la maire, elle s'est retournée vers une adjointe et elle lui a dit, au fait, j'ai vu passer le nom, ça a été fait. Alors, je peux vous certifier que le panneau a été posé, c'est le même, parce qu'il y a une date de fabrication derrière. Et en plus, il a été posé, mais pas une hauteur réglementaire. Donc, on n'a pas changé le pied. Alors, je peux vous assurer que Mimi Mati peut toujours passer, un joueur de basket, il passera pas. Parce qu'il y a une réglementation pour poser la hauteur des panneaux. Et ça a été au moins pendant 4 mois, il est resté plus trop fort. Mais vous savez, ça c'est un constat, je crois qu'on va avoir au niveau des différentes questions qui vont être posées. Hein. Je pense que c'est une lassitude de la population de voir l'inaction qui a été faite pendant un moment et pour lequel on n'a pas de solution miracle en claquant des doigts parce que voilà, il va falloir tout reprendre petit à petit. Et puis, le plus important, pour nous, c'est vous, c'est de redonner de la confiance aux administrés. C'est-à-dire, et la confiance, elle passe par quoi, encore une fois? Par l'écoute. Parce que c'est pas la peine de venir vous voir en disant mais non, on va claquer des doigts, on va vous remettre 3 panneaux, on va vous mettre. C'est pas vrai, ça c'est du mensonge. La réalité, c'est de vous dire bah oui, on peut effectivement vous mettre, mais peut-être qu'on vous le mettra, mais avoir une réponse claire, nette et objective. Oui. Bonjour. Moi, monsieur Lardon, habitant des Vins. Moi, je voudrais savoir combien vous allez mettre des ACSVP. Vous dites que vous allez mettre des ACSVP. Combien vous allez en mettre? Après, vous allez mettre des caméras. Qui va contrôler les caméras? Donc, ça fait un coût. Les ACSVP, ça fait un coût. Donc, combien vous allez en mettre? Je réponds, je réponds. Les ASVP, ce sont des agents formés, hein, déjà titulaires, d'accord? Même s'ils ont une mission qui est un peu concise, mais voilà, c'est surtout en priorité, si vous l'avez vu dans le programme, qui vont nous servir, c'est pas le mot n'est pas beau, mais qui vont nous aider dans la sécurisation des abords des écoles et des accès des écoles, pour les entrées et les sorties. Déjà, c'est une priorité, sécuriser les accès des écoles. Sur les caméras de vidéoprotection, il y a normalement, logiquement, ils sont recentrés sur un local en mairie, c'est un local qui est sécurisé parce qu'on n'a pas accès comme on veut aux caméras et aux images. C'est soit sur un ordre de réquisition de la police ou de la gendarmerie en fonction des enquêtes qui sont menées. Et maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est il y a un mois et demi. On doit nommer 1 à 2 référents par mairie qui ont uniquement l'autorisation de disposer le visionnage des caméras. Donc, ce n'est pas porte ouverte pour aller surveiller, pour regarder. Donc, il y a le maire d'autorité, vu qu'il y a le pouvoir de police, mais 2 personnes assermentées au niveau de la sous-préfecture. Donc, les ACSVP pour les sorties d'école. Oui. Et, entre guillemets, ils font la police. Entre guillemets, ils peuvent verbaliser. Non. Ils peuvent verbaliser en matière de stationnement. Par exemple, quelqu'un parlait tout à l'heure de stationnement anarchique. Effectivement, ils sont habilités à verbaliser en termes de stationnement. Donc, combien vous allez en mettre? On commencera avec 2 ASVP, et ensuite, progressivement, on recrutera un policier municipal. Okay. Bonsoir, Pierrick. Voilà, ma question elle est simple. Vous savez que je suis président des Amis du Marais et on a eu une problématique l'année dernière. Donc moi, ma question c'est, est-ce que vous avez un plan d'action au niveau de l'étang de pêche? Et voilà, connaissant la problématique qu'on a discuté l'année dernière, c'est rebelote, donc j'aurais voulu savoir s'il y avait un plan d'action mis en place pour les Amis du Marais. Tu parles du parking, c'est ça? Le parking et l'ensemble du tour, les berges, qui a été soulevé depuis plusieurs années. Mais voilà, j'aurais voulu savoir si vous avez mis un plan d'action à ce sujet. C'est aussi un lieu de promenade. Et donc il n'y a pas que les pêcheurs, donc nous on accueille, mais quand vous regardez l'état aujourd'hui, voilà, c'est pas très accueillant, quoi. Voilà ma question. Personne? Oui, non, non. Pas d'action? Non. Alors, un club de golf, déjà, sur le côté. Non. Alors, on peut faire piscine. Aussi. Non, mais comme c'est indiqué aussi dans le programme, il y a un plan d'action au niveau de, c'est pas le terme non plus, de la renaturation au
niveau des chemins de promenade du Terry qui vont englober une partie parce que c'est les abords du Marais, et tu sais que je connais bien, les abords du Marais, c'est un atout aussi pour la commune, et notamment juste pour ce quartier qui est collé derrière la Cité des Victoires, de lui redonner le cadre qu'il mérite. Il y a eu pendant des années des parcours au sport qui ont été démontés. On ne peut pas partir du principe en disant on va mettre ça, mais de toute façon, dans 2 mois, c'est cassé. Non, dans ces cas-là, on ne fait plus rien et on reste assis sur son bureau. Donc, il y aura dans ce cadre de remise en beauté, je vais employer ce terme-là, mais je peux l'employer pour toute la ville, de remise en beauté de ce périmètre, des concertations pour voir comment on peut aménager au mieux. Je sais qu'il y a une antenne aussi qui est là en plein milieu relais. Donc, non, mais je parle du côté pelouse, élan, marais. Ouais. Et donc, voilà, il faut que ce cadre, il y a le feu d'artifice, c'était super beau, on pouvait faire un bal populaire, il y avait largement de quoi. Donc, il faut que ce cadre-là, et bien, c'est ce qu'on dit aussi dans le programme, il y a énormément de qualités, il faut s'en servir, mais il faut les faire ressortir du lot. Donc oui, il y aura quelque chose qui sera fait à ce niveau-là, dans le cadre de la réappropriation de ces chemins. La renaturation, c'était déjà un projet qui avait été mis en place, qui avait été déjà budgété. Donc ça, je ne sais pas où c'est allé. Bon, Philippe, il est au courant parce que je lui avais donné les éléments. Oui, tout à fait. Ça concernait des mares, ça concernait des petits arbres. Là, ma question, c'est réellement, c'est au niveau des berges, au niveau des lieux de promenade, au niveau du parking. C'est ça, ma question, elle n'est pas sur le fait qu'on va faire des mares, ça c'est très bien, ça peut renaturer si on veut. C'est vraiment la problématique de chaque année. Là, aujourd'hui, si tu vas, c'est rempli d'eau. Le parking, on ne peut pas se garer, on ne peut pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? On accueille des gens, là, je vais commencer mes concours au mois de mai, le 3 mai. Si je ne fais pas moi-même quelque chose, c'est-à-dire remettre des cailloux, de l'argent de mon association qui devrait servir à autre chose, je pense. Voilà. Et c'est récurrent, en fait. Je vais parler au nom des membres du groupe. Je pourrais vendre du rêve, hein. On va faire un truc magnifique. Oui, mais on parle du Marais, on va parler du stade, on va parler des ronds-points, on va parler des rues, des trottoirs. Il faut tout refaire et il y aura des ordres de priorité. Il y a des priorités sécuritaires au niveau des axes et des routes. Et tu le sais, au niveau des nids de poules, au niveau des réparations de trottoirs, au niveau de l'entretien des bâtiments, au niveau des écoles. Il y a des degrés de priorité qui seront à prendre en compte, pour lequel, c'est indiqué dans le programme, la population, elle sera concertée, elle sera concernée, elle sera consultée, parce que il faut jouer la carte de la transparence de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus. Je veux dire que au moment des municipales, tout le monde, les électeurs, c'est les plus intelligents. Une fois élus, on s'en fiche. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus intelligent. Si une fois élu, on vous dit, il reste 300 balles en caisse, on ne pourra pas le faire. Et je pense que tout le monde est en capacité de le comprendre. Alors oui, il faudra y passer, il faudra faire quelque chose. Mais au niveau du degré de priorité, il faudra faire des choix. Là, du coup, tu parles en fonction de budget par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable, parce que ça fait partie de la boucle des 3 cavaliers, est-ce que la CAC, justement, ne peut pas intervenir à ce niveau-là, puisqu'à l'eau-forêt, si vous avez des rapports avec l'eau-forêt, toutes les berges qui ont été refaites, subventionnées par la CAC à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas une question de coût ou d'argent, c'est juste du temps peut-être, j'en sais pas. Après, je suis pas à la CAC, je suis pas. Mais il y a ça, il y a aussi reprendre contact avec l'ensemble des partenaires, que ce soit la CAC, que ce soit la région, parce que la région aussi, dans le cadre, c'est plutôt l'État, des fonds verts, il y a la sous-préfecture, il y a des moyens, il y a des leviers d'action. Les subventions-là, elles ne seront pas destinées à d'autres choses. Donc voilà, il faut après qu'il y ait une concertation générale. Il y aura, au travers d'autres projets, des concertations avec la population, aussi avec les présidents d'associations. Donc voilà, il n'y a personne qui sera oublié. Il y aura une hiérarchisation au niveau des priorités, parce que voilà, il y a des choses essentielles et urgentes. Voilà, je ne dis pas que ce n'est pas urgent. Tout est urgent pour tout le monde, suivant le degré qu'on se place. Mais voilà, quand je parlais tout à l'heure de sécuriser les accès des écoles, ça c'est une priorité, c'est urgent. Juste pour rebondir sur la CAC, on est une des communes de la CAC qui avons eu le moins de subventions
donné par la CAC justement parce qu'il n'y a aucun dossier qui a été fait et finalisé pour la CAC. Donc, en tout cas, c'est un de nos engagements. On sera présent à la CAC. Aux réunions de la CAC, on y sera. Et on essaiera d'avoir le maximum de subventions possibles pour toutes les actions qu'on pourra faire sur E20. Et ça, je le dis et on s'y engage clairement. Parce que moi, au dernier vœu de la CAC, là, quand nous sommes allés, ça m'a choqué d'entendre ça, que E20 est la commune qui a eu le moins de subventions de la CAC. Alors moi, j'avais fait un dossier à la CAC. Enfin, les amis du Marais avaient fait un dossier, mais bon, c'est peut-être pas à nous de le faire. Ça nous a été refusé. Donc, éventuellement, il y a déjà un dossier à notre nom là-bas, normalement. Mais ça, voilà, il faut aussi redonner les relations qu'on peut avoir avec la CAC. Et ça, je pense que ça a été un peu oublié ces dernières années. Donc, on va en tout cas essayer d'avoir le maximum de subventions possible. C'est dommage qu'on puisse avoir des subventions et qu'on ne les utilise pas. Et je rappelle qu'on était dans l'opposition, hein, qu'on ne prenait pas part aux décisions. Hein. Et moi, je voulais rebondir également sur ce qu'a dit Christophe et ce que vient de dire Aurore. Au sujet, Pierrick, tu as parlé du fait que ça avait été déjà budgétisé depuis quelques années, certains travaux qui devaient faire la renaturation. Mais moi, ça fait 6 ans que je vote des choses qui sont censées être faites. Ça fait 6 ans que je vote des budgets pour des caméras. Ça fait 6 ans, et pour le temps, je n'en vois pas une qui pousse. Oui. Dans le cas où et ça a été évoqué en conseil municipal. Ça, oui. Je me souviens de ça. Ouais, c'est bien ce que je dis au final. Donc en fait, il y a une différence entre en effet les effets d'annonce en conseil municipal et la réalité du terrain. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai une petite question concernant les centres de loisirs en fait. On parle de moyens supplémentaires au niveau des centres de loisirs. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu à quoi ça correspondait. Bien qu'il faut quand même le souligner, le personnel actuel, performant, même s'il manque d'énormément de moyens. C'est mon idée, c'est mon avis. Bonsoir Mourad. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'en effet on ne peut pas reprocher quoi que ce soit au personnel, aux agents municipaux qui font un travail incroyable. Je les connais personnellement parce que j'ai fait partie de cette équipe fut un temps. On déplore tous aujourd'hui ce que sont devenus malheureusement les accueils de loisirs, hein, les centres de loisirs du fait de la qualité entre guillemets et du fait qu'on fait avec les moyens qu'on a. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que fut un temps, les directeurs et les directrices du centre, ils avaient une ligne budgétaire, c'est-à-dire un budget autonome qu'ils géraient eux-mêmes, avec lequel finalement ils pouvaient faire des projets, acheter du matériel, etc. Là, malheureusement, du moins d'après les échos que j'en ai, c'est plus du tout le cas. Chaque initiative d'un directeur ou d'un animateur est soumise à l'approbation de sa hiérarchie en mairie, notamment de la DGS et de la maire au final, ce qui fait qu'on se retrouve avec à la limite un appauvrissement de tout ce qui se faisait. On a quasiment plus de sorties, on a arrêté de faire des colonies de vacances en interne, je veux dire, avec des vrais animateurs qui partent en camp. On a arrêté de faire les camps de vacances également. Et donc l'idée, en effet, si nous repassons, ça serait vraiment redonner la responsabilité à ces directeurs-là qui ne demandent que ça, leur redonner la volonté finalement de retravailler avec les enfants, avec les écoles, avec les parents et les différentes assos, pour que finalement ces centres de loisirs, ces accueils périscolaires soient vraiment de qualité et ils peuvent l'être, et ça on y croit fortement. Donc en effet, c'est remettre de moyens, c'est vraiment une question de moyens pour le coup. Et juste pour rebondir dans la foulée, j'ai entendu parler de classes vertes et de classes de neige. On a tous connu ça, nous, je ne vais pas dire. Mais moi, j'ai un Noël Godot, donc on avait beaucoup d'argent. Donc
on est toujours parti en classe de neige, et donc voilà, est-ce que ça va être mis aussi, j'ai entendu parler classe des neiges et classe verte aussi, hormis... Moi, je vais revenir sur les centres de loisirs, hein, parce que je suis bien placé pour en parler, parce qu'il y a quelques années, je m'en occupais en tant qu'adjoint, de mes fonctions d'adjoint. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut arrêter de prendre ces temps-là comme des temps de garderie, d'occupation, où ce matin, bon, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire en fonction du temps. Je dis, quand on fait des centres de loisirs, ça démarre déjà par un projet éducatif, un projet, je sais pas, il y a 3 semaines à passer, ben, il y a des grilles d'activités qui devraient être préparées. Notre temps, pour les plus grands, il y avait du camping, il y avait et comme disait Youssef, ce qui fait aussi la force, c'est que il y a un budget qui doit être donné au directeur. Dans toutes les colonies de vacances, il y a ce qu'on appelle un coût de journée, un coût enfant, c'est-à-dire que on se met d'accord avant, en fonction des projets qui veulent être montés, combien ça va coûter, quelle est la capacité financière de la commune qu'elle peut mettre dans ce projet, et si, enfin je dis n'importe quoi, si c'est 10 € par jour et par enfant, s'il y a 100 gamins, le directeur il fait son calcul et il sait qu'il a autant pour faire ses activités. Alors bien sûr, on ne peut pas aller tous les jours à Disneyland ou au parc Astérix, mais on peut inclure dans un projet de 3 semaines, par exemple, une sortie exceptionnelle. On peut inclure 3-4 jours de camping. On n'est pas obligé d'aller sur les Côtes d'Azur. Hein. On peut aller dans la Somme, on peut aller même dans le Pas-de-Calais, il y a des coins intéressants. Hein. Mais c'est aussi, comment dire, pour les enfants, quelque chose de valorisant. Il faut arrêter que, quand j'entends qu'il y a des gamins qui passent des journées avec une feuille, des crayons, à faire du coloriage, je dis pour moi, ça c'est pas un centre de loisirs, c'est de la garderie qui permet peut-être aux parents d'être tranquilles, et je pense que même les parents ne doivent pas être contents de ça. On a vu aussi des enfants qui venaient plus, qui préféraient aller dans d'autres communes, parce qu'ils disaient que les gamins se faisaient entre guillemets chier, quoi. Et ça c'est pas possible. Un centre de loisirs, c'est un centre où il y a un projet pédagogique, il y a un projet éducatif, et on a des objectifs. Je me souviens, avant, il y avait des thématiques. Les thématiques, ça pourrait être, par exemple, il y a une semaine de l'environnement, il y a une semaine de découverte de la nature, enfin, des choses comme celle-là, quoi. Il y a une semaine sportive, il y a plein de choses à imaginer. Et il faut s'en donner les moyens, ça se prépare, c'est pas le matin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'anticipe. Et aussi, je voudrais insister, pour les animateurs, Youssef disait qu'il y avait des gens très très compétents, mais les compétences aussi, ça se renouvelle. Il existe des formations, on peut, de mon temps, je sais qu'on avait mis en place, juste avant les centres de loisirs, on avait fait appel au CMEA, qui est un organisme de formation, et pendant 3 jours, les animateurs, ils ont travaillé justement à préparer leur centre. Voilà, ça, je pense que ça peut être mis en place sans demander énormément de moyens. C'est pas des moments, c'est pas... Les moyens financiers, c'est bien sûr que c'est indispensable, mais c'est pas le tout. Hein. Il y a des moments, c'est une volonté. Et une volonté, c'est aussi des compétences et avoir envie de le faire, surtout. Alors, pour répondre aux classes vertes et aux classes de neige, là, c'est un projet, bien sûr. Là, ça se travaille d'ailleurs des classes vertes et des classes de neige. Moi, je partirais plutôt, dans un premier temps, sur des classes vertes, parce qu'on sait tous que des classes de neige, ça a un coût qui est élevé. Alors, je sais pas, si on a la chance d'être élu, on aura la chance aussi d'étudier le budget, comme on dit, hein, de voir de quoi on va hériter. Alors, j'espère qu'on va hériter de plusieurs millions. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, je le souhaite de tout mon cœur, pour nous et pour les Évinois, et peut-être que ça ne sera pas le cas. Donc, on fera en faction. Et les classes vertes aussi, ça se travaille, mais c'est pas uniquement de la responsabilité de la municipalité, ça se travaille avec les enseignants. Donc ça veut dire qu'il faut associer les enseignants, il faut qu'il y ait des enseignants qui soient d'accord pour partir 3-4 jours, 4-5 jours avec les enfants, et bien sûr que ce soit des projets qui soient donc montés avec les parents, les enseignants et la municipalité. Merci. J'espère que vous serez sur le testament à ce moment-là.
Juste pour rebondir également sur ce sujet, tout à l'heure on parlait du lien avec la CAC. Là, pour les centres de loisirs, avec les enfants, c'est aussi redonner du lien avec les différentes associations présentes sur la commune, parce que, enfin, en tout cas, je pense qu'on est beaucoup à avoir des enfants, leur faire découvrir les différentes associations qu'il y a sur la commune, les différentes associations sportives, les différentes associations culturelles. C'est aussi ce moment-là où les différentes assos peuvent venir présenter leurs projets aux enfants. Donc voilà, c'est toujours la même chose, recréer du lien avec l'ensemble des participants à la commune des vins. Bonsoir à tous, nous avons une question sur Internet. Pourquoi avoir fait des travaux importants dans la rue Émile Zola et de ne pas avoir rénové la route qui est vraiment endommagée et les trottoirs? Merci. Alors, je vais botter en touche. Vous demandez à la majorité actuelle qui est en charge de ces travaux. On prendra le bébé si les événements nous font confiance et on répondra donc le 16 mars. Mais non, plus sérieusement, oui, on se posait aussi cette question de pourquoi ne pas pouvoir profiter des travaux d'assainissement pour une rénovation. Mais la rue Zola, ça fait partie aussi d'une problématique de circulation. Quand je disais qu'il y avait des priorités, qu'il y avait des mesures, je veux dire, voilà, on parlait de sécurité. Les trottoirs de la rue Zola, c'est absolument pas sécurisant pour les mamans qui veulent aller à l'école le matin, et même sans parler des assistantes maternelles, mais même moi, quoi, quand je suis sur le bord du trottoir, voilà quoi, c'est dangereux. Donc non, cette problématique fait partie des priorités, quoi, parce que voilà, et ça sera en concertation, bien entendu, avec les riverains de la rue Zola, parce que voilà, il y a une vraie piste de réflexion qu'on avait déjà menée une partie en 2020 et pour laquelle on va demander aussi de l'adhésion des personnes dans la rue Zola. Next. Bonjour. En ce qui concerne l'embellissement de la commune, si vous êtes élu, vous allez garder les mêmes services techniques, les mêmes personnes du service technique? Oui. Alors, je me demandais qui a les compétences pour maintenir, pour gérer la serre. Parce que moi, je vais vous dire, au mois de novembre, j'ai remis en mai plus de 20 bourbonnettes, et les bourbonnettes n'ont même pas été portées nulle part. Donc, je ne sais pas qui du service technique. C'est toujours délicat de parler du personnel municipal parce qu'ils sont tenus à un devoir de réserve, mais moi, je vais parler du personnel que j'ai connu qui est toujours là. Il y a du personnel vraiment qualifié et en compétence pour tout ce qui est gestion des espaces verts. Il y a du personnel diplômé horticole. Donc, il y a de quoi faire. Vous savez, le personnel, le problème, je vais extrapoler, mais au dernier conseil municipal, lorsqu'on nous a fait voter le ROB, on a une extrapolation sur ce qui s'est passé. 2020 à 2026, 6 ans. 2020, 119 agents dans la commune, tout corps confondu, titulaire, contractuel, CES, ce que vous voulez. 119. 2026, 59. Comment voulez-vous assurer un service de propreté, une ville propre ou entretenue avec plus de la moitié du personnel en moins? Et sur ces 59-là, je parle juste du tableau des effectifs, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts maladie aussi. Après, pour gérer une serre, il faut quand même du personnel. Ah oui? Donc si vous avez 50 personnes ou 59, vous avez au moins 10 personnes dans la serre, pour s'occuper de la serre et ainsi de suite. Donc oui, vous aurez 10, ça fait beaucoup. Où je suis au travail, on en a une de serre et je vous assure que, et croyez-moi, et en superficie c'est plus grand qu'Eva, et il y a des personnes qui sont déjà venues, c'est ultra fleuri, même l'hiver, même au printemps, mais en été. Et ils ont un turnover, c'est-à-dire que il fait beau, ils sont sur les espaces verts extérieurs, il fait comme avant-hier où il n'y a plus énormément, ils sont dans la serre parce que ça repose, ça fait ci, donc là-dessus, le turnover et encore une fois, là on va parler sur RH, mais c'est une gestion des plannings. Là c'est 0-0, là depuis 8 ans, moi je suis à 28 ans, il y a 0-0, il n'y a rien.
même pas un géranium. Donc après, acheter pour replanter. Non, mais c'est vrai. Ouais, parce que en Hollande, je ne pas acheter pour replanter, ça coûte pas cher. Mais faire pousser, c'est autre chose. Avant de couper, ça coûte un coup. L'eau, l'électricité, le chauffage. Donc après, avec le personnel qui va être restreint, ça va être compliqué, je pense. On doit redonner confiance à l'ensemble des citoyens. La feuille de route, elle est compliquée, hein. Mais redonner confiance aux citoyens, mais surtout redonner confiance au personnel. C'est ça. C'est simplement une question de bonne volonté, hein. Effectivement, vous avez raison. Mais regardez, la rue Lamanda a été refaite, la rue Jaurès a été refaite. Bon, il y a des bacs qui ont été mis, hein, qui étaient soi-disant des bacs pour recevoir des fleurs. Vous avez vu ce qu'il y avait dans ces bacs, hein. Au mois d'août l'année dernière, il y avait même des chardons, hein. Donc, je veux dire, c'est toute une question de volonté. Et comme dit Christophe, c'est pas quelque chose qui va engager également des gros moyens financiers. C'est simplement, il faut effectivement, il y a des personnes de compétentes actuellement dans les services techniques qui pourront éventuellement donc gérer cette floraison, gérer ces espaces verts, pour redonner un petit peu effectivement de couleur à notre commune. Mais effectivement, pendant cette mandature, effectivement, il n'y a rien eu. C'était l'occasion, il y avait deux rues qui ont été bien refaites dans l'ensemble, mais effectivement, on a vu simplement des bacs avec des mauvaises herbes, et c'est encore le cas malheureusement. Bon, nous effectivement, une serre, bon, ça sera pas une serre non plus, René, une serre d'une importance quand même phénoménale, hein. Donc ça restera quand même à l'échelon communal. Il faut savoir aussi qu'en plus, au niveau de la CAC, on peut avoir des plans relativement pratiquement gratuits, puisque la CAC a ses propres serres. Donc effectivement, nous aussi au niveau communal, on pourra effectivement travailler avec la CAC en matière de plantation, hein. D'ailleurs, dans le programme, le QR code qui vous amène sur notre site internet, ou quand je disais en préambule qu'on avait le détail de certains points, vous allez avoir le projet de la serre, avec le financement, avec les subventions possibles. Donc voilà. Page suivante. C'est prévu. C'est prévu. Ouais. On a deux nouvelles questions, on va les faire une par une. Que comptez-vous faire pour nos différentes associations sportives de la commune qui a été abandonnée depuis pas mal d'années? Bonsoir à tous. Concernant les associations sportives, c'est vrai qu'ils ont été délaissés, parce que je suis plus bien placé pour le savoir. Et ils n'ont pas toujours compris, c'est parce que c'est pas que financier, c'est des demandes basiques, des demandes des soutiens. Ils veulent avoir des subventions, ils ne savent pas trop aller. Et quand on leur demande à aller au sport, c'est du néant. C'est vrai que tous les délaissés, c'est même fatigant parce qu'on perd aussi nos dirigeants, on perd aussi nos licenciés. Ça se trouve dans n'importe quel sport, hein. J'en connais plein, je connais plein d'enfants qui sont tous partis à l'extérieur, 3 quarts à l'extérieur, parce qu'ils ne font rien pour eux, parce qu'en hiver, ils ne peuvent pas faire du sport, parce que la salle, elle est délabrée. Ça n'est qu'un réel souci. Et ça sera, je pense, si on passe, ça sera mon job à moi de remettre tout ça en place, et surtout de créer l'Office des sports. L'Office des sports, ça a fait peur il y a 6 ans qu'on en a parlé à l'époque. Oui, mais il y a un asso qui a beaucoup de licenciés, il y aura pas plus que nous. Et l'Office des sports, c'est pas du tout ça. L'Office des sports, c'est surtout un soutien, être plus proche d'eux, et leur expliquer qu'on va faire des réunions, tous les présidents sont amenés à venir et travailler ensemble. Là, demain, aujourd'hui, personne ne connaît le président du judo ou le président du foot, ou personne ne connaît rien. Et les problématiques de tous les sports, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, hein. C'est pas tout financier. Bien sûr, il y a un coût financier. Mais pour changer une grille, il ne faut pas attendre 5 ans. Pour une clé, ça fait 3 ans et demi qu'on donne une clé, il n'y a toujours pas de clé, parce qu'on nous fout des clés à 130 € la clé. On n'a pas le droit de mettre des clés à 130 €, nous. Un exemple, hein. La salle de sport, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Ils ont perdu leur ancien président un peu aussi pour ça, parce que c'est lamentable. On a honte de recevoir du monde dans la salle de sport. C'est lamentable. Les toilettes, tout est délabré. Comment voulez-vous avoir des bénévoles et avoir des licenciés? Quand les parents ils arrivent, ils voient ça, on remet la salle qui n'est pas grande, c'est pas le problème. Mais quand tu vois ça, écoutez, mon fils il va pas venir là, quoi.
Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus problématique. Nos dirigeants partent, les licenciés partent, et il n'y a rien qui bouge au niveau de la mission d'été. Pourtant, on en a parlé énormément. Hein. Vous voyez un exemple, hein, regardez, pour le judo, bah, des fois, ils n'ont pas de salle, ils ne peuvent pas faire entraînement. La salle, le basket, je ne rencontre pas, le délire, ils ne peuvent même pas prendre une douche. Aller aux toilettes, s'il faut y aller, mais il faut regarder de loin, parce que... Mais voilà le problème qui se passe. Quoi. Mais je vous assure que si nous on passe, je vous assure que ça va y avoir des changements, parce que je serai là pour eux et pour toutes les associations sportives. Pas pour un seul asso, pour tout le monde. Et on sera là pour travailler ensemble, et croyez-moi que ça va bouger. En plus de l'OMS dont parlait Daniel, on souhaite aussi mettre en place un comité des fêtes qui permettra notamment pour les associations pouvoir avoir du prêt de matériel pour pouvoir animer des événements, s'ils n'ont pas de frigo, pas de four, ou alors même d'autres matériels, on pourra leur prêter. Donc ça pour améliorer les événements qu'ils vont pouvoir, eux, organiser. Alors, toujours sur la thématique du sport, vous avez parlé de projet de vouloir rénover la salle de sport, mais durant les travaux, où allons-nous pratiquer, car une dérogation devra être faite, mais dans quelle ville? J'attendais la question. Et oui, c'est la salle des sports, c'est le projet phare de ce programme phare. Pourquoi? Parce que c'est un projet financier impactant, mais c'est aussi un projet structurant. Pourquoi? Il y a deux thèmes. La salle des sports, c'est un lieu qui est accessible à tout le monde, qui concerne à la fois les associations sportives, d'autres associations, qui concerne là aussi les écoles, les centres aérés, les centres de loisirs. Donc, c'est une salle qui est devenue vétuste. Nous y sommes allés plusieurs fois. On a constaté l'état à la fois du terrain, parce qu'on était faire le match de futsal l'année dernière, les vestiaires, les douches, les sanitaires, c'est assez catastrophique. Alors pourquoi? Parce que il faut refaire cette salle des sports. La rénovation, ça va coûter encore plus cher. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez tout le détail dans le programme et sur QR code sur le site internet. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet structurant qui sera phasé en plusieurs années pour permettre une meilleure répartition des subventions et un allègement du financement municipal. Mais ça se fera surtout en concertation avec les associations, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui va voir le jour en 2026 ou en 2027. Le temps qu'on concerte les associations sur les besoins, il y a un concours d'architectes qui va être lancé suite aux revendications et aux demandes de toutes les associations pour sortir le projet le plus concret et le plus proche du souhait des associations. Alors oui, ça va générer certainement sur certaines associations, je pense notamment au basket, pas des reports de match, mais de devoir s'acclimater ou délocaliser sur une autre ville. Mais c'est pas pour demain et dans le meilleur des cas, ce sera un début de chantier fin 2020, début 2028, on va dire. Voilà quoi. Donc on a le temps d'ici là de concerter les associations, de prendre en compte, parce que là aussi, il y a le rôle d'élu, pas le rôle du maire, le rôle des élus, de venir en aide aux associations, c'est-à-dire que c'est pas l'association seule d'aller se débrouiller pour aller chercher une ville accueillante ou une structure voisine qui puisse l'accueillir. Il faut que les élus soient mobilisateurs et soient concernés par ce projet. Et c'est le cas. Donc c'est ce qui va se produire. Donc pas d'inquiétude, on fera ça, on va pas foncer tête baissée, ça sera bien en concertation et avec la participation des associations principalement. C'est bien d'avoir des projets, de voir grand, mais maintenant on en est où au niveau des finances, au niveau de la commune? Parce qu'il faut peut-être d'abord rembourser ses dettes avant de... Alors il n'y a pas de dette, 1,8 million d'excédent, je vous le rappelle si vous suivez un peu le conseil municipal, donc c'est-à-dire que on aurait dû faire 2 programmes. Je rigole, non. Pareil, c'est voilà. On peut paraître un peu surréaliste parfois en disant ça y est, ils vont rénover, ils vont faire dans la chapelle, ils veulent faire une médiathèque, ils veulent faire une salle des sports, ils vont agrandir la mairie, ils vont faire ci.
ils vont trouver où l'argent. Ça fait 6 ans qu'ils disent qu'il y a un problème avec les finances, effectivement, plus le carreau de la fausse suite, où il faut encore le payer. Mais plus on avance, moins on paye. Donc, à la rigueur, pourquoi pas. Mais on y a bien réfléchi, on a bien pensé, et les finances, on les a aussi étudiées, et on le dit clairement dans le programme, il y a 2 années, 2026-2027, qui vont être particulièrement, voire difficiles à gérer, parce qu'il y a des grosses annuités sur les précédents emprunts qui ont été faits pour la rue Jaurès et l'Amandin. Donc, il y a ces remboursements de capital pour principalement ces 2 rues-là, plus le remboursement des 2 dernières annuités pour l'achat du carreau de la fausse suite, qui au demeurant, là aussi, c'est quelque chose d'impactant et de fort pour la commune. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ce qui avait été décidé, on est revenu au point de départ. On s'est aperçu que c'était pollué, comme par hasard. Non, mais voilà. Je veux dire, quand on monte un projet, quel qu'il soit, on peut parler du béguinage, on peut parler de tout. Il y a aucune. On peut parler aussi du Django qui a été racheté, on peut parler justement du garage ou de la chapelle. Il n'y a aucun projet, honnêtement, qui a été pensé en amont. Aucune étude de faisabilité. On n'est pas contre de devoir, lorsqu'on est élu, de devoir préempter un bâtiment qui va être vendu, mais il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, qui est au moins si ce n'est l'étude de faisabilité, qui est au moins une idée de ce qu'on va en faire réellement, concrètement, la sauvegarde du commerce, par exemple, parce que oui, sinon ça va redevenir une maison et on perd un commerce ou on perd une structure qui sera en capacité de pouvoir réaccueillir. Là, ça n'a même pas été le cas, c'est-à-dire qu'on achète et on verra après. Donc après le déluge, je l'espère, si les événements nous font confiance, ce sera à nous de faire en sorte de pouvoir intégrer au mieux ces réalisations, que ce soit, comme on l'a dit, le Django, que ce soit le carreau de la fausse suite, que ce soit la chapelle polonaise, toutes ces choses-là, voilà. Et tout ça, il y a un projet, tout ça, c'est assez structurant, c'est les finances. Donc ces 2 premières années, oui, elles vont être difficiles, mais elles sont gérables. Les problèmes des finances, ce qu'on a soulevé, on l'a soulevé encore notamment au dernier conseil municipal, c'est, il y a de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Si on vous dit à longueur d'année depuis 6 ans, on a de l'excédent, il y a 1,8 million, il est où 1,8 million? Dans les trous qui ne sont pas réparés, dans les fleurs qu'il n'y a pas, dans les illuminations où il y a la moitié des LED qui sont éclairées, dans les éclairages qui marchent 1 sur 2, ou dans les stroboscopes quand ça fonctionne, dans le manque de personnel, c'est pas cohérent, il faut être honnête. Donc voilà, il y a des dépenses de fonctionnement qui impactent le courant de tous les jours. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Mais il ne faut pas jouer là-dessus en tapant sur le personnel. C'est ce qu'il fait depuis 4 ans. Mais le personnel, il se rebiffe à un moment. On se dit, non, mais on n'est pas augmenté. Il y a eu zéro depuis 6 ans de personnel qui ont été promus. Pas un. 0. Comment vous voulez, à un moment donné, motiver les agents, parce qu'ils ont la capacité de le faire? C'est comme vous, on dit, fais-en plus, mais tu vas gagner moins. Non, ça ne va pas. Et c'est des fausses économies. Il y a d'autres pistes d'économie. Par exemple, on n'a plus d'agents pour le service urbanisme en mairie. C'est tout bête, c'est un exemple tout bête, mais qui est frappant. Mais vous le multipliez par l'ensemble des services, par l'ensemble... On n'a plus d'agents à l'urbanisme, donc on passe par une société extérieure. 35 000 € par an. Vous ne rendez pas le service à la population, parce que la personne n'est pas là tous les jours. Un agent de catégorie C chargé, avec prime, on va être généreux, avec prime, c'est entre 28 et 30 000 €. Et il est là 35 heures. On a posé la question, vous voulez la réponse? Oui, mais eux, ils ne tombent pas malades. Et vous pouvez l'écouter, il est sur... mais on ne peut pas réagir comme ça. Et ça, ce sont des fausses économies. Parce que l'agent qui est là 35 heures, il y a un vrai travail d'urbanisme à Eva et il y a une vraie demande auprès de la population, parce que ce n'est pas qu'un dépôt de permis, il y a des déclarations préalables, il y a plein de choses différentes qui tournent autour de l'urbanisme. Mais cet exemple-là, il est concret, vous le retrouvez partout sur le sel de déneigement. C'est ridicule, 300 € une palette. Oui, maintenant. Et vous la payez 210 € au mois de juillet. Et alors, on en prend 3. Je veux dire, c'est stocké, le sel, il va se stocker. Vous voyez, c'est des fausses économies. Et après, on va nous reprocher, mais oui, mais ça ne bouge pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est parce que c'est des dépenses qui sont complètement, qui sont pas justifiées.
Oui, je sais pas. Et il y aura aussi, parce que voilà, même si ça paraît pas, il y a un effort qui doit être fait par les élus avec une baisse des indemnités, qui compensera pas, hein, c'est pas parce qu'on va baisser les indemnités qu'on va embaucher 10 personnes, mais il faut partir du principe que les élus doivent montrer l'exemple. Au même titre qu'on disait pour la salle des sports, pour ça, l'élu, c'est quoi en vérité? Enfin, pour nous, c'est le VRP de la commune. Donc si on aime sa commune, bah, on se bat pour sa commune. On se bat pour le petit bout de terre qui n'est pas désherbé. On se bat pour le cimetière qui n'est pas désherbé. On se bat pour les 2 fleurs qui n'ont pas été plantées, pour l'illumination qui ne fonctionne pas ou pour le lampadaire. On se bat pour tout ça. On passe pas à la fin du mois et puis on lève la main au conseil municipal, ça ne sert à rien ça. On est présent tous les jours. Je voudrais simplement rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Christophe et au sujet notamment du recours excessif à l'externalisation qu'il y a eu pendant ces 5-6 années. Je n'ai jamais connu une mandature où finalement on fait autant intervenir des cabinets externes. On a parlé d'UrbaDS qui supplée finalement un agent qui est absent à hauteur de quasiment 35 000 € à l'année. Il faut parler également, on a contracté un prêt. Il faut savoir, mais ce prêt, il a été contracté grâce à un cabinet d'avocats parisiens qui nous a aussi coûté quelques dizaines de milliers d'euros hors taxes de mémoire. De même, une des premières études qui avait été faite au niveau du Django, qui avait été commandée pour une épicerie solidaire, pareil, encore un cabinet extérieur qui avait également facturé. Au final, on se retrouve avec une mairie qui externalise tout, qui paie des prestataires externes au prix fort, et après on se demande finalement où part l'argent, qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Pour un rendu qui n'est pas dingue, hein, parce que finalement, moi j'ai déjà vu les rapports qui sont rendus par ces pseudo-experts, j'ai envie de dire, mais je pense qu'on le fait, hein, c'est pas très compliqué, hein, j'ai envie de dire. Ils vous font un PowerPoint de 15-20 pages, et ensuite ils vous disent, oui, c'est 10 000 €. Ouais, c'est sympa. Chez une personne à l'urbanisme, et que ça revient moins cher, d'accord, et en plus, cette personne ne fera peut-être pas que ça. Elle peut être polyvalente. C'est ça, justement, c'est ça. Dans une petite commune, je pense qu'il faut être polyvalente. Oui. Donc ça deviendra quand même moins cher que... C'est l'idée aussi de pouvoir remettre le CCAS au cœur de la mairie, voilà. Parce que voilà, ça crée un accueil supplémentaire. Les agents du CCAS auront aussi cette polyvalence de service public et d'accueil. Vas-y. Et moi, je voulais vous poser une question. Les bâtiments que la mairie a rachetés, genre Django, tout ça, si on n'en a pas l'utilité, la mairie n'en a pas l'utilité, il n'y a pas moyen de les revendre et de pouvoir investir l'argent vendu dans d'autres choses prioritaires à la commune? Alors, il y a certains bâtiments, mais on va parler... On commence par la fin. La fosse 8, non. La fosse 8, c'est pas possible. Voilà. Mais par exemple, le Django. Ouais, le Django, c'est en train de s'abîmer. Voilà. Ouais. Lorsqu'on a étudié ça, c'est ce qui est écrit, pas noir sur blanc, mais c'est rouge sur blanc, je pense. Il y a deux possibilités, On ne va pas s'entêter. On a travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie pour pouvoir y implanter. Je parle du Django façade, je ne parle pas derrière. Il y a 1000 mètres carrés derrière, mais je parle de la façade. Sur la façade, d'y implanter 3 commerces. D'accord, il y a un accès PMR sur le côté, mais avant ça, il y a une étude de réalisation qui va être faite. Est-ce que la structure va le permettre? Je vais aller dans l'exagération. 600 000 € de travaux, on n'y va pas. On n'y va pas. Parce que il faut la sauvegarde du commerce, on le détaille dedans, mais il y a un prix pour tout et il y a un coût pour tout. Voilà, et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi la réalité des faits et il y a aussi les priorités. Et donc ça, dans la priorité, c'est... Alors effectivement, si, et je vais dans l'exagération, ce ne sera pas ce coup-là, mais si c'est 50 000 €, ça vaut le coup, parce que derrière, il y aura des loyers, ça ramène un service supplémentaire. Donc voilà, mais voilà. Et notamment aussi, on est en contact aussi avec une banque pour ramener un distributeur de billets.
Je vous encourage vivement à lire le programme, hein, parce que on a travaillé, mais c'est le vôtre aussi à la suite. Parce qu'on a été sur le terrain, on les a fait à tous les quartiers. C'est vrai que c'était une demande récurrente. C'est comme moi. Donc, sur le QR code, vous dites que tout est chiffré sur le QR code. Donc, la patinoire, la salle de sport, la démolition, les défibrillateurs, la serre, le distributeur de billets, l'agrandissement de la mairie. Voilà. Et donc, j'espère qu'on vous l'avez pas, le suffrage. Mais il arrive. Ah, merci. Donc, je vais venir te montrer demain directement. Il faut suivre sur les réseaux sociaux, vous allez même avoir les vidéos d'extension de la mairie. Vous allez Je voir. suis tellement pris. C'est comme vous êtes pris. J'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. À 23h30, ça va, ça se calme et puis on peut regarder. Il y a le site internet aussi. Les enfants, occupés. Cette année, au moment des fêtes de Noël, il n'y avait pas de patinoire. Est-ce que vous pensez reconduire cette animation de la patinoire? Si t'as pas parlé beaucoup. En effet, c'est ce que j'allais dire. Au moment des fêtes de Noël, en général, il y a la patinoire. Cette année, de mémoire, elle n'avait pas été reconduite. Je crois que c'est une question de coût, hein, je pense clairement, parce que. Est-ce que vous connaissez le coût de ça? Je ne saurais pas vous dire exactement, mais je crois que ça a en effet un petit coût. C'est-à-dire, à peu près je crois que c'est un peu plus de 5 000 €, je crois. 5 000 €? Ouais. Donc, je revérifierai par de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là de mémoire. On verra pour les prochaines années ce qu'on met en place. Est-ce que finalement une patinoire, en termes d'utilisation avec les enfants, etc., est-ce que c'était le plus adéquat ou pas? On peut imaginer d'autres types d'animation. Tout ça, l'idée, c'est de le faire en concertation, que ce soit avec les associations qui sont présentes et puis les différents administrés, tout simplement. J'ai vu dans votre programme que vous allez faire redynamiser un peu les associations, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les associations elles soient très mobilisées dans la commune, parce que elles n'ont plus envie, en fait, pour certaines. Donc, qu'est-ce que vous allez faire autour du monde associatif pour pouvoir redynamiser tout ce petit monde associatif? Est-ce que vous allez remettre le forum des associations en place? Oui, on veut le faire revivre. On a bien choisi le titre. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ça passe, et ça c'est sur un thème beaucoup plus global, la communication. Parce que au-delà de ça, c'est faire connaître les associations, les mettre en valeur, les accompagner. Encore une fois, c'est pas toujours une question de moyens financiers, c'est une question d'aide technique. La municipalité, ça doit être aussi le support. Donc, quand on a une association qui fait une superbe manifestation, par exemple à la salle des sports, à Gala de boxe par hasard, par exemple, hein, et où on sait qu'il va y avoir 250 personnes et on donne que 100 chaises, il y a un problème. La municipalité, elle doit être vecteur, elle doit être porteur de tout ça. Au-delà de ça, elle doit aussi fédérer les associations entre elles. Il n'y a pas de petites associations, de grandes associations. C'est Evin. Parce que, en vérité, c'est quoi? C'est l'image de la commune. Quand il y a quelque chose qui est organisé à Evin, mais c'est la publicité, c'est l'image de marque de la commune. C'est pas présomptueux de dire ça. Mais voilà, quand on a un club de sport qui se déplace à l'extérieur, c'est Evin qui se déplace à l'extérieur. Et je parle au niveau de toute association, hein, que ce soit culturelle, que ce soit sportive ou patriotique. C'est toujours la ville, quoi. Et donc, on doit les faire à la fois grandir, les supporter. On le voit au travers des subventions financières qu'on vote. Elles ne demandent pas toujours monts et merveilles, hein, les associations, mais elles demandent ça. Elles demandent une aide, un support de communication, une publicité, et elles l'ont pas toujours. C'est malheureux. Une aide humaine.
Parce que c'est des fois, on l'a vu un peu pour ceux qui suivent les réseaux, une aide logistique. Parce qu'une association peut avoir un matériel gratuit, elle demande juste le camion de la commune et on le refuse. Mais non, je veux dire, on est là, la commune, elle doit être là justement pour aider les associations et pas les enterrer. Et cette salle ici, est-ce qu'elle peut être louée un jour pour des mariages? Allié, hein. Ah bon? Ah bon? Il a lu la veille de soir. Et en fait, le lendemain soir, il faut l'avoir débarrassé. C'est ça. Voilà. Alors, on a pas mal de questions en attente sur Internet. Alors, on revient à la thématique du football, donc je vais me tourner vers Daniel. Donc, pour le football, comptez-vous faire un terrain synthétique dans les années à venir? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on n'en est pas là. Parce que je sais qu'il y avait une demande assez forte du football. Mais je pense que, comme disait Christophe tout à l'heure, il y a des priorités. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une priorité. À l'instantané. Peut-être avec les années qui vont suivre, mais pour l'instant, c'est pas de priorité. Mais je sais que j'avais une demande, déjà on en avait parlé. Et déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses plus importantes, par exemple à la salle des sports, que pour l'instant à synthétique. Merci Daniel. Alors là, on a une longue question, enfin c'est plusieurs questions dans une question. Est-ce que vous allez donner un peu plus de financement pour le centre Gino Sana? En l'occurrence, est-ce qu'il y aura plus de sorties réalisées le mercredi et ou les vacances scolaires? Est-ce qu'il sera possible d'inscrire les enfants à la journée et non à la semaine pour les vacances scolaires comme c'est le cas actuellement? Et pour les écoles, donc ça a déjà été répondu tout à l'heure, est-ce qu'il y aura des classes vertes, classes de neige pour ces jours pour découvrir d'autres villes? Si oui, comment cela sera financé? Merci beaucoup. Les classes vertes, classes neige, on a répondu tout à l'heure. La dame était peut-être pas présente au moment où la question était... Il y aura un replay. Oui, il y aura un replay, effectivement. Et après, pour Gino Sana, tout ça. Je pense que pour Gino Sana, j'avais un peu répondu tout à l'heure pour les centres, quoi. Je pense que c'est pareil. C'est la journée, c'est aussi c'est un programme à établir, je dirais presque. On peut imaginer qu'à chaque vacances scolaires, à la fin, on va établir un programme pour les deux mois et demi après, de ce qu'on va y faire le mercredi, quoi. Enfin, pour moi, ça me paraît des évidences, mais apparemment, c'est plus le cas, quoi. Mais je pense que ce sera une priorité à remettre en place très très rapidement, quoi, pour redonner aussi goût aux équipes de faire du travail de qualité. Et je pense qu'elles sont demandeuses aussi de faire du travail de qualité. Et pour faire du travail de qualité, il faut avoir une ligne directrice, une ligne éducative, aussi un minimum de budget, et puis voilà, quoi. C'est pas très compliqué, mais il faut le vouloir. Donc ça veut dire pour le vouloir, il faut s'y atteler, il faut faire des réunions d'animateurs, il faut que le directeur il se sente boosté par les élus, par une équipe. Et puis je pense que, ça va pas aller tout seul, hein, je suis pas un doux rêveur, mais je pense que c'est pas quelque chose de très très ardu à mettre en place. C'est simplement une volonté municipale pour s'y atteler, y arriver. Au niveau de la demande pour que ça soit fait juste une journée au lieu de semaines complètes, c'est vrai que durant cette mandature, on s'était battu aussi pour que le centre soit à la journée et plus seulement demi-journée. Donc on fera la même chose, on pourra faire une enquête, savoir les besoins pour les familles, s'ils souhaitent que ce soit semaine complète, demi-semaine, que à la journée. Et en fonction de cette enquête, on pourra aussi évaluer et remettre en place des choses adaptées en fonction des demandes. Oui, c'est simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Marianne, le centre à la journée, à la semaine. La difficulté, en fait, c'est que les recrutements sont conditionnés via un taux d'encadrement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, actuellement, ils préfèrent avoir une idée du nombre d'enfants pour pouvoir savoir le nombre d'animateurs qu'ils recrutent. Donc ça, c'est la complexité du sujet de à la journée ou à la semaine. Mais c'est quelque chose qui est évolutif, bien ici. Et encore des questions.
Alors, bonjour, je suis président d'une asso qui compte à ce jour 1 an d'existence actuellement. Nous venons en soutien à la cohésion et avec le vivre ensemble. Nous avons besoin de local et du soutien de la commune pour mettre en œuvre nos projets, pour retrouver de la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. À ce jour, nous n'avons aucun soutien de la mairie. Toutes nos demandes restent sans réponse pour trouver un local ou une salle pour faire des permanences de nos ateliers comme la Maison des Jeunes. Je pense que c'est la maison pour tous et qui nous est toujours refusée alors qu'elle est toujours fermée. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est un peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure quand j'ai répondu à Daniel. Voilà, la municipalité, elle doit être acteur principal des associations et pouvoir répondre. Mais répondre, c'est pas toujours répondre oui, amen, c'est aussi donner une explication. Effectivement, si on n'a pas de bâtiment et pas de structure, on peut pas donner. Mais là, en l'occurrence, il y a des bâtiments qui peuvent être, parce que l'association ne demande pas non plus tous les jours, et elle demande des temps aussi de permanence ou des temps d'activité. Donc, ça se discute avec la municipalité en place. Donc, encore une fois, c'est toujours une question de dialogue et d'écoute et de volonté. On est bien d'accord. Bon, là, je pense que ça a déjà plus ou moins été évoqué, mais je la repose quand même. Est-ce que vous avez des projets ou idées pouvant améliorer la sécurité de nos routes? Car avoir de belles rues et des assauts, c'est très bien, mais aujourd'hui, laisser les enfants circuler à pied en toute sécurité, ce n'est pas envisageable. Entre les stops non respectés et voitures qui roulent en vitesse de rallye, améliorer la sécurité reste primordial. Oui, ben là, on va se livrer effectivement à... On est au courant que dans beaucoup de rues, ça circule à des vitesses vraiment excessives. Vous avez vu dans notre programme, on a un programme également d'installation de ralentisseurs sur certaines rues. Donc là, on va se livrer à un recensement. On va étudier le type de ralentisseur qu'on pourra bien évidemment mettre. Il faut savoir que maintenant, la réglementation a changé aussi en termes de ralentisseurs, et notamment ce qu'on appelle les ralentisseurs plateaux ou les ralentisseurs, comme vous les appelez, les ralentisseurs d'Odan. Il y a une réglementation, on est obligé de respecter une certaine hauteur, qui n'est plus admise maintenant. On peut se diriger également sur des produits du type ralentisseur berlinois. C'est ce que vous avez sur les routes, c'est-à-dire des grands carrés qui sont soit en caoutchouc, soit en béton. Donc on a plusieurs rues. Donc la rue Basely entre la salle du Tilleul et puis pratiquement le stop qui va au Cyrano. Effectivement, il y a des véhicules qui sont certains, ils sont pour ainsi dire à plus de 100 facilement au niveau de cette rue. Il y a également la rue de Tournai qui est également très problématique. Il y a également donc dans la rue Jean Jaurès, il y a énormément de rues où on va essayer de casser un petit peu cette vitesse. On peut revoir également la position de certaines écluses. De certaines écluses qui, en fin de compte, ne font absolument pas ralentir. Donc, c'est le cas, il y en a il y a celle qui est rue Basely. Donc, on peut revoir le positionnement véritable et revoir éventuellement aussi les formes de cette écluse, c'est-à-dire avec une avancée beaucoup plus évidente qui se situe vers le milieu de la chaussée. Donc, effectivement, ça sera effectivement une de nos priorités, cette sécurité routière. D'ailleurs, sur la même thématique, allez-vous mettre des ralentisseurs rue Jacques Brel? Oui, comme je disais, donc effectivement, on va se livrer à un recensement de toutes les rues, disons, qui posent problème en matière. Bon, ce ne sera pas forcément toutes les rues, on ne peut pas mettre des ralentisseurs partout, mais tout au moins sur les axes principaux et les rues principales des différentes résidences et lotissements. Donc, on va effectivement donc analyser tout ça en temps et en heure. Je ne vais pas vous dire que ça va se faire tout de suite, bien sûr, ici cette année en 2026. Mais il faut savoir aussi que ces ralentisseurs n'ont pas forcément, hormis véritablement les ralentisseurs plateaux qui demandent l'intervention de sociétés spécialisées, mais les ralentisseurs du type, ce qu'on appelle les ralentisseurs type berlinois, donc sur le plan financier, donc c'est quand même relativement abordable pour une commune. Philippe n'a pas également évoqué, c'est les radars pédagogiques qu'on voudrait bien mettre en place finalement. Et l'intérêt du radar pédagogique, outre le côté prévention, c'est qu'il permet finalement de recenser dans un point donné
finalement tous les non-respects qui ont eu lieu vis-à-vis de la circulation et vis-à-vis de la vitesse notamment. Donc on saura finalement les points chauds entre guillemets où il faudra principalement intervenir, quitte à demander ensuite le concours des forces de l'ordre à ce niveau-là. Oui, notamment par rapport à ce que dit Youssef, effectivement, hein, vous avez la note départementale, hein, la départementale qui va sur le Forêt, qui, vous connaissez là donc le carrefour, hein, le carrefour donc de la rue Jean Jaurès, hein, donc qui est très accidentogène. Il y a déjà eu dans des accidents mortels. Plusieurs fois, nous pendant cette mandature, on a demandé donc à la majorité d'intervenir auprès du département et auprès de la préfecture, donc pour faire ralentir ces véhicules, donc justement en apposant ce qu'on appelle des feux radars intelligents. Hein. Il faut savoir qu'un feu radar intelligent, si la rue est limitée, si la limitation est de 70 km/h, et ben donc dès qu'un véhicule est au-dessus de 70, le feu passe au rouge. Hein. Pour ceux qui ont connu, il y a eu ce genre de feu à l'entrée de Forêt pendant un certain moment. Et ben donc là, ça fait 6 ans qu'on réclame ça donc au niveau département et au niveau préfecture. On nous a toujours dit que c'était apparemment compliqué. Ben non, parce que ça se passe dans d'autres communes arrivent à mettre en place ce genre d'équipement. Donc là aussi, là ça sera véritablement une priorité, parce que le jour où malheureusement il y a de nouveau un accident mortel donc à ce carrefour, personnellement, si moi je suis en charge de la sécurité aussi de la commune, le préfet m'aura dans son bureau, ça je peux vous le dire, parce que on ne peut pas admettre dans une commune d'avoir des accidents mortels à partir du moment où rien n'a été fait en matière de protection et de sécurité routière. Donc ça c'est un point important effectivement. Il faut casser aussi la vitesse sur cette route, et notamment ce carrefour qui est très accidentogène. Alors, moi je voulais réagir. Un rond-point, ça demande une grosse structure donc qui peut-être réalisée par le département, et forcément donc un rond-point c'est quand même quelque chose de coûteux, hein, mais qui ne peut être pris en charge que par le département, qui n'est pas du ressort de la commune. Par contre, effectivement, les équipements pourraient être mis en place par le département à partir du moment où il faut quand même, disons, insister grossièrement auprès de leurs services. Hein. Il faut leur expliquer effectivement la problématique auquel on est confronté. Et je suis persuadé que pendant cette mandature, ça n'a jamais été le cas, malgré que tout ce qui nous a toujours été dit, que c'était compliqué. Mais je suis certain que le dossier accidentogène de ce carrefour n'a jamais été présenté au niveau du département ou de la préfecture. Hein. Moi, je voulais réagir par rapport au radar pédagogique. Il en existe déjà dans la commune, hein, devant la maison de santé, mais ça fait des années qu'il ne fonctionne plus. On va changer les piles. Sylvain? Rechargeable. J'aurais moi une autre question aussi par rapport à la circulation des camions, et puis de la circulation concernant quand il y a la 21 est bouchée. Vous savez qu'aujourd'hui, quand la 21 est bouchée, beaucoup de personnes sortent au conseil, on va dire, et traversent la commune, ce qui est infernal le matin pour passer dans la rue Basely. La rue Basely, une fois je suis passée, j'ai attendu 14 voitures justement au niveau des ralentisseurs, là, au niveau des chicanes, 14 voitures puissent passer pour que je puisse m'engager. Est-ce que vous pensez avoir un impact là-dessus pour réguler un peu ce flux de voitures? Alors deux impacts. La première, ça fait toujours partie des prérogatives des pouvoirs de police du maire, donc notamment au travers de son pouvoir de police propre et notamment au travers de la mise en place des arrêtés et surtout de les faire respecter. Deux choses. On va mettre en place, c'est un des engagements, des radars à chaque entrée de ville à lecture de plaques. Donc les contrevenants, ça marche aussi pour si jamais il y avait un accident, mais ça peut marcher aussi pour les véhicules en infraction, style les camions. Donc voilà. Et ça marchera aussi pour les tracteurs qui traversent la commune non couverte pour aller au méthaniseur? Du moment qu'ils sont immatriculés. Parce qu'en fin de compte, d'après, moi j'avais posé la question, j'avais posé la question en mairie par rapport aux tracteurs qui traversent la commune pour aller au méthaniseur. Souvent, ils ne sont pas bâchés.
on m'a répondu que normalement, les tracteurs doivent demander l'autorisation, doivent prévenir la commune quand ils traversent pour aller au méthaniseur. Apparemment, ça ne se fait pas. Donc, est-ce que là aussi, pareil, vous allez pouvoir, parce qu'un tracteur, ça abîme, hein, et puis quand ils font des allers-retours 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans la journée, c'est quand même aussi problématique. C'est très problématique, mais on en revient toujours à la même chose, c'est quand c'est implanté ce méthaniseur à la frontière de Dourges et Rhin, où on a demandé plus d'explications, quand c'est implanté Baytree au niveau de la circulation des... On nous a vendu du rêve. À l'époque, on nous avait vendu, je rappelle, pour Decathlon, 250 emplois. On doit en être assez loin. Et au méthaniseur, on nous a dit il n'y aura aucune gêne, rien du tout, c'est sur Dourges. Or, c'est faux, vu qu'on a un impact sur la commune au niveau de la circulation, et là aussi au niveau sécurité, par là même, parce que l'empiètement des tracteurs, c'est pas le même que celui d'une voiture, et c'est même parfois plus large que celui d'un camion. Mais au même titre que les camions, ils ne doivent pas traverser, il y a des prérogatives, il y a des obligations, il y a des arrêtés, et derrière, c'est sanctionnable. Oui, je prendrai, puisqu'on a ce projet de police municipale, hein, donc ASVP et policier municipal, un tracteur ou un poids lourd, effectivement, ça s'arrête. Hein, ça s'arrête. Hein, donc, à partir du moment où un poids lourd, hein, donc parce qu'effectivement, il y a des 38 tonnes hein, qui traversent notre commune, hein, on en est témoin régulièrement. Et à partir du moment où un 38 tonnes donc aura été verbalisé, croyez-moi qu'ils vont se faire passer le message et ils ne passeront plus par notre commune, hein, parce que ça va vite entre routiers. Hein. À partir du moment où ils savent qu'il n'y a pas de contrôle, ils disent bah voilà, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où ils disent attention, maintenant il y a du contrôle, je suis certain qu'il y en aura beaucoup moins qui traverseront notre commune. Hein. Bonjour. Monsieur Dorme, je suis un peu pas d'accord avec vous sur le passage de camions. Parce qu'actuellement, la ville elle est en interdiction. 335, je suis pas d'accord, sauf desserte. Donc justement, mon Décathlon, il est sur Évin. Les camions peuvent passer par Évin, attraper l'eau forêt pour aller à Décathlon. Donc ça, il faut bien réfléchir à la circulation des camions là-dessus. Il y a la pénétrante hein, pour aller à le forêt. Hein. Oui, je suis d'accord. Départemental. Nous, on parle intramuros. Hein. Il n'y a qu'une interdiction de poids lourd à rentrer dans la ville, c'est côté du stade, et pas de l'autre côté. Le côté d'Ourges. Non, madame. Je vous parle de conséquences parce que c'est très bien, je suis chauffeur routier. Et du côté-là, il n'y en a pas du tout. Il y a peut-être une, mais là, il n'y en a plus. Donc le canon, il passe par là. Alors, y aura-t-il des activités pour les plus de 18 ans, jeux de société, voyages, etc. Alors, voyage ou activité ou jeu de société, il y a quand même un thème important, on n'en a pas parlé justement, c'est le City Stade, qui doit... Je vais te laisser parler dessus. Sur le City Stade, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et l'état catastrophique dans lequel il est destiné, on va dire, un petit peu, vous le voyez sur les photos, on ne ment pas, ouais, il est quand même destiné à un public un peu plus ado que des jeunes, et dans le projet chiffré, calculé, voilà, on veut redonner à ce secteur-là autour de la salle, de la maison pour tous, un aspect vraiment ludique à la fois pour les jeunes, pour les tout petits, avec des tables de ping-pong, avec des jeux d'échecs, des tables en béton, jeux d'échecs. Donc tout ça c'est programmé, c'est financé. Mais c'est pas le tout de mettre des jeux comme ça, quoi. Je pense que derrière, il faut aussi pouvoir accompagner les jeunes au travers de cette maison pour tous qui doit vraiment retrouver son vrai nom et sa vraie forme. Une maison pour tous, qui doit être ouverte pour tous. Et comment j'en perds, qui doit vraiment redevenir un lieu à la fois d'accueil culturel,
ça doit être un lieu aussi intergénérationnel. Si on mélange aussi, si on mixe entre les adolescents, entre les enfants avec cette aire de jeu juste à côté, c'est recréer un lien social. Et l'endroit là, il est vraiment stratégique parce qu'on est juste derrière la salle des fêtes et de l'école maternelle de l'autre côté avec la maison pour tous. De l'autre côté, on aura aussi la chapelle polonaise qui deviendrait, si c'est nous, une médiathèque digne de ce nom. Donc voilà, un espace vraiment à conquérir pour tout ce qui va être à la fois jeunesse, adolescence et même tout public, hein, de toute façon. Mais voilà, il faut reconquérir ce quartier-là par le biais de cette action notamment. Je voudrais rebondir parce que la question elle était assez précise, elle concernait notamment ceux de plus de 18 ans de mémoire. Il faut savoir que en général les actions en termes de centres de loisirs, d'accueil de loisirs, c'est capé jusque pour l'enfance et l'adolescence, donc en gros environ jusque 18 ans, hein, l'adolescence. Ce qu'on aimerait mettre en place idéalement pour les plus de 18 ans, c'est ils sont majeurs, donc à un moment donné, ça allait vers l'autonomisation, donc quitte à ce qui se crée en association, qu'on considère comme collectif. Ensuite, on pourra, nous, en interne, les aider à monter des projets, que ce soit des projets de sortie. Il y a tout un tas de choses qui se font avec le département et la région, des projets sac à dos notamment, qui permettent d'aller découvrir des nouveaux pays. Je me souviens que Suzette était présente au FPH à l'époque, donc elle subventionnait également des sorties au ski, etc., etc. Donc on sera plus là dans une optique d'accompagnement des jeunes adultes qui ont besoin d'accompagnement comparé aux adolescents. Et comme quoi on a une équipe quand même... Non, je vais pas appeler le temps. Mais j'ai reçu un message, il y a bien un panneau interdiction 3 tonnes 5, juste à l'entrée du giratoire au rond-point de Dourges. Donc, oui, sauf livraison, oui. Mais bon, c'est pas à 38 tonnes. Pour la Ouais. desserte locale, c'est obligatoire. Ah, il faut qu'ils passent par la rocade et qu'ils reprennent. Ils viennent par l'autoroute, hein. Ils viennent par l'autoroute à Décoton. Ouais. Mais non, non. Ouais. En dessert local, ouais. C'est Sylvain, oui, pardon. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait de l'amélioration pour la cantine scolaire au niveau qualité et quantité. Parce que là, les problèmes sont très récurrents. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est. Alors, étant représentante de parents d'élèves à la fois à la maternelle, à la fois à Mérès, on a eu écho justement des problèmes récents entre l'hamburger et le poulet coupé en plus petits pour être partagé aux enfants. Là, actuellement, c'est Sobri qui a le marché, donc du coup, pour l'instant, il faut attendre que ce contrat se termine avant de pouvoir passer à autre chose et changer le fonctionnement de la cantine. On a pour projet au niveau de la cantine, puisque donc les retours aussi, notamment au niveau de la maternelle, c'est qu'il y a énormément de bruit pour les petits notamment qui ont des difficultés l'après-midi. Les maîtresses de petits doivent faire un temps de calme, de retour au calme parce qu'ils ont du mal à les récupérer après les temps de cantine. Donc il y a à la fois ce problème-là, le bruit, et les quantités et la qualité. Même si la qualité, on a un petit peu moins de soucis, c'est surtout la quantité. Voilà. J'ai assisté à la commission menu avec la diététicienne de Sobri qui nous a assuré que, en fait, nous, à la maison, on donne trop à manger à nos enfants, que les quantités à leur âge, c'est ça. Point. Donc, 4 potatoes, c'est normal. On n'a pas la même notion. Puis, le souci aussi était qu'un élève de CP aura la même quantité qu'un élève de CM2. Il
y a une différence avec les maternelles, mais pas avec les élèves du primaire. Donc tout ça, on va pouvoir le retravailler, mais une fois que le contrat sera terminé. Et on a aussi un objectif, ce qui serait de séparer les petits des primaires, donc avec un retour des primaires ici au foyer, et les petits qui resteraient dans le dojo. Et uniquement que eux, pour être plus au calme et plus proches aussi de l'école maternelle. Merci. Donc il y a une question en rapport justement par rapport au sujet de la cantine. Est-ce que les enfants à la cantine auront au moins le droit d'aller aux toilettes sans avoir un certificat médical? Oui, ça je peux continuer. Encore une fois, donc on a aussi été sollicité par rapport à ce souci. Donc des enfants qui doivent aller aux toilettes ne peuvent pas y aller pendant le temps de cantine, sauf sous certificat médical. On nous a répondu qu'ils y passent avant de partir de l'école et donc ils n'ont pas besoin d'y repasser pendant le temps de cantine. Bon. Je pense que quand on a envie d'aller aux toilettes, ça arrive, c'est pas forcément juste quand il est midi et qu'on sort de classe, donc on n'a pas la même notion. Je pense que là, les besoins des enfants sont aussi les autres, aussi leur capacité de se retenir, parce que une maman qui est infirmière en représentant de parents de mairesse nous a aussi informé qu'en fait, il n'était pas bon de se retenir, surtout avant ces âges-là, même jusqu'à la fin du CM2, de toute façon, ce n'est pas bon de se retenir, mais on n'est pas écouté, encore une fois. Je pense aussi qu'il y a un souci de nombre d'encadrants au niveau de la cantine et donc du coup de la surveillance pour pouvoir aller aux toilettes ou accompagner un jeune aux toilettes. Il y a aussi un souci, mais ça sera à revoir effectivement. Et pour fermer la parenthèse, ce qu'on souhaiterait, parce que c'est pas un contrat, c'est un marché public au niveau de la restauration, à l'issue de la renégociation et du nouveau contrat, ce qu'on souhaiterait à terme, et à court terme, c'est revenir sur une cuisine centrale au foyer Jean Dugardin. C'est-à-dire que ici, la salle a été rénovée, mais la cuisine est vide. Il n'y a plus rien. Donc voilà, il faut savoir que lors des passations de marché, par exemple, que ce soit, je vais dire les deux, que ce soit Dupont ou Happy Restauration, dans le cadre du marché qui peut être conclu, on a à disposition le matériel pour cuisiner. Donc, ça permettrait, comme il y a eu pendant très longtemps, voilà, d'avoir ici, mais faut pas se leurrer, hein, tout ça part d'un coût. Si on part sur un coût repas mairie à 1,60, faut pas s'étonner qu'on coupe les parts en 4. Et encore une fois, le personnel est absolument pas incriminé là-dedans parce que, je l'ai entendu, ce sont des exécutants. Donc, c'est un problème de RH, de gestion de personnel, je veux dire quoi. Donc, derrière, il n'y a pas assez d'encadrants, il n'y a pas assez d'accompagnants. Donc oui, certes. Voilà. Le fait de séparer les deux, de remettre les primaires ici au foyer et les petits là-bas, ça sécurisera à la fois les grands, parce que Mérès, ils peuvent passer juste par derrière, par la voisiette, le temps. Et voilà. Il faut que ce temps médian, ça redevienne un temps de plaisir et un temps de sérénité pour les enfants, parce que le temps de faire les accès de Mérès, arriver à la salle des fêtes, et de Bloom pareil, par tous les temps. Alors quand c'est au mois de juin et qu'il fait beau, passe encore, mais du temps comme en ce moment, c'est pas agréable. Voilà, ça permet de limiter, et puis après, voilà, il faut construire aussi avec les enfants ce temps médian pour que ça devienne un moment d'activité et de loisir, quoi, ni plus ni moins. Après, ils repartent en classe, donc il faut couper. Voilà. L'avantage de cette cuisine centrale, au final, je rebondis sur le point de Madame tout à l'heure au sujet de la location de la salle, c'est que le matériel est toujours à disposition à ce moment-là. Donc quand on loue la salle, on a également matériel qui est réutilisable. Je voulais dire, c'est pas quelque chose qu'on va réinventer, c'est quelque chose qui existait déjà et qui marchait très bien. Donc on n'a pas compris, nous, que quelque chose qui marche bien, on l'enlève, on ne sait pas pourquoi. Avant, ça se passait comme ça. Il y avait Sylvie, qui était avec la société Dupont, qui cuisinait sur place. Et moi, de mémoire, je me souviens pas eu d'avoir des plaintes de parents qui se plaignaient de mauvaise qualité de repas. Alors bien sûr, avec des histoires de goût, des fois, les enfants, ils n'aiment pas le foie, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Mais je n'ai jamais eu des remontées négatives, comme apparemment c'est le cas en ce moment, quoi. Et depuis plusieurs années d'ailleurs.
encore une fois, il y a aussi un souci de communication parce que, encore commission menu, donc en fait, les hamburgers ne sont plus des hamburgers parce qu'il y a un gâchis de pain par les enfants qui ne le mangent pas, donc c'est steak à la place. Mais dans le menu, pour les parents, vous lisez encore hamburger. Mais c'est ça. Voilà. Encore une fois, il y a une manque de communication, puis on paye le même prix. Tant qu'on n'a pas des frites sans pommes de terre. Et il nous reste un tout petit peu de temps encore pour quelques questions, oui. Alors moi, je voudrais parler un petit peu de la cité Cornio. Parce qu'aujourd'hui, la cité Cornio, en fait, elle est rénovée. Certains logements sont rénovés. Est-ce que vous allez, avec Maison et Cité, parce que je pense que c'est le seul bailleur social peut-être de Cité Cornio. Il y a SIA dedans. Il y a SIA aussi. Donc, est-ce que vous allez donc prendre contact avec ces bailleurs sociaux pour voir un petit peu où en sont les travaux? Parce qu'aujourd'hui, ça se termine quand? On ne le sait pas. Je veux dire, les personnes attendent dans les maisons tremplin, ils n'ont toujours pas leur date pour aller dans leur maison qui vient d'être rénovée. Et aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas voir avec les bailleurs sociaux? Parce que là, aujourd'hui, on rénove les maisons, mais vous connaissez notre situation aussi au niveau du Pic Métal Europe. Donc, ils ont aussi leur terrain qui est pollué en soi, on va dire. Donc, est-ce que de ce fait, vous allez discuter avec les bailleurs sociaux par rapport à tout ça, aux travaux et surtout par rapport aussi à la pollution? Alors, déjà, dans un premier temps, le premier travail, ce sera de prendre contact avec les différents bailleurs sociaux pour déjà reprendre contact. Donc, comme je disais tout à l'heure, le lien est important et de ce fait, prendre un contact déjà avec eux et comprendre ce qu'ils ont besoin et comprendre ce que la ville a besoin, ça va déjà être le premier point. Donc effectivement, faire un état des lieux des travaux, parce qu'on a fait le tractage dans la cité, et si certains ne le savent pas, moi je suis née dans la cité, et quand j'ai fait le tractage, mes larmes ont coulé. J'y vais régulièrement parce que ma maman y habitait encore il n'y a pas très longtemps, mais c'est triste. C'est très triste. À l'époque, moi, je pouvais m'y promener, je pouvais jouer. Là, c'est plus possible. Donc oui, effectivement, ce sera un de nos premiers engagements de reprendre contact et de voir l'état des lieux des travaux et de l'avancer et de comprendre pourquoi ça n'avance pas comme ça a été annoncé. Oui, juste pour rebondir sur ce que ma collègue vient de dire, Aurore. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux au sein de la cité Cornio sont phasés. Donc là, la phase 1, avec un certain nombre de logements, est quasiment terminée. La deuxième phase a commencé, la deuxième tranche du moins a commencé avec une nouvelle entreprise. La première, c'était Septentrional, la deuxième, c'est Moretti. Ce qu'il faut dire et clairement reconnaître, c'est que les habitants de la cité sont très contents finalement des travaux d'isolation qui sont mis en place. C'est du travail de qualité. C'est un coût en effet, parce qu'il y a quasiment 70 000 € d'investis par maison, et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc on peut critiquer les bailleurs sociaux, mais pour le coup, là, ils ont clairement leurs engagements. On pourra en effet discuter de plusieurs choses avec eux, étant donné que il y a, mais ça j'ai envie de dire, c'est inhérent à tout projet, à tout travaux. Vous parliez des logements tiroirs. En effet, la réhabilitation d'une maison, elle est censée prendre entre 4 et 6 mois. Des fois, c'est un peu plus long. Mais c'est du fait finalement des ouvriers, c'est du fait finalement du temps, etc. Donc c'est des impératifs qui font qu'il y a des retards sur le chantier. Ça, c'est complètement compréhensible. Ce qu'il faudra également discuter avec eux par la suite, vous avez évoqué de mémoire le PIG, vous disiez en gros c'est dommage de rénover les maisons mais pas de rénover les jardins. Ça a déjà été posé comme question, il y a même un courrier de l'association PIG pour l'intérêt général des Évinois qui est présidé par M. Adolphi, qui a été envoyé aux bailleurs sociaux, qui a été envoyé également à différents politiciens. Pour l'instant, c'est pas pris en charge malheureusement. D'autant que c'est pollué, mais je ne crois pas que ce sera pris en charge dans l'avenir. Ce qu'on pourra faire, nous, de notre côté, c'est toujours de nous battre finalement pour l'intérêt de ces locataires, parce qu'en effet,
ils sont présents et ils vivent avec des jardins en général qu'ils cultivent et qui sont pollués malheureusement. Donc continuer, ne rien lâcher à ce niveau-là pour la préservation finalement de leur cadre de vie et de leur santé tout simplement. Alors moi j'ai encore une autre question aussi parce que il y a beaucoup de dépôts, du coup, dépôts sauvages. Enfin, je ne sais pas si c'est sauvage, c'est inhérent aux travaux, mais du coup c'est à qui de les enlever? C'est aux bailleurs, c'est aux sociétés qui font les travaux, c'est à qui? Oui. Effectivement, il y a beaucoup de dépôts sauvages qui sont laissés par les différentes sociétés donc, qui interviennent dans les logements. Et là, ce qu'on peut regretter justement, et pour rebondir par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas, actuellement, il n'y a aucun suivi par la municipalité, justement, il n'y a aucun donc, suivi des travaux par la municipalité. C'est-à-dire que la municipalité devrait être un petit peu l'intermédiaire entre les locataires. Certains locataires sont confrontés justement à ces dépôts sauvages, sont confrontés également à des problèmes d'imperfection au niveau de leur logement qu'ils essayent de faire remonter auprès des bailleurs sociaux, mais c'est lettre morte. Et si effectivement il y avait quelqu'un au niveau de la municipalité pour faire cet intermédiaire-là, eh ben ça se passerait quand même beaucoup mieux pour certains locataires, parce que certains locataires se sont retrouvés quand même un petit peu dans la mouise vis-à-vis de leur logement, parce qu'il y a eu pas mal quand même de malfaçons. Hein. Je pense que Daniel, il est parti, Daniel aurait pu en parler. Effectivement. Donc, il faut savoir que dans toutes les autres communes limitrophes, donc il y a un suivi qui s'est opéré entre les bailleurs et puis donc des élus de la municipalité. Donc, pour revenir à ta question sur les dépôts sauvages, là aussi c'est le rôle de la municipalité d'agir auprès des bailleurs et que les bailleurs agissent auprès de leur société, de leurs prestataires, pour faire enlever toutes leurs ordures entre parenthèses. Hein. Et simplement un dernier point, là où il faudrait être vigilant à l'avenir du moins, ça sera notamment sur l'entretien en général de la cité Cornu. Il faut savoir que les bailleurs sociaux sont exonérés de taxes foncières ici, du moins en partie, sur la commune des 20 Malmaisons, et en échange, ils sont censés mettre en place des actions de verdissement, d'entretien, de médiation, etc. L'idée, ça serait de voir avec eux finalement qu'ils se concentrent. Il y a tout un étalage de missions, mais l'idée, ça serait de se mettre en coordination avec eux pour qu'on se concentre sur 2-3 missions principales en termes de propreté, de salubrité, etc., plutôt que 20 missions qui ne sont pas faites. Bonsoir. Je me permettais de réinterpeller concernant la relation entre Maison et Cité et la commune. Tout clairement, moi je voulais vous dire que sur ma fonction aujourd'hui, moi je suis l'interface avec Maison et Cité. Tout ce qui est imperfection et tout ça, on va à domicile, on fait des VAD, des visites à domicile. Madame Herman n'est pas là, mais elle peut aussi le confirmer. Dès qu'on a des réclamations, quand ça vient au CCAS bien sûr, on interpelle Maison et Cité et on travaille ensemble. Je voulais juste vous dire ça, hein. Je ne vais pas faire de quiproquo et tout ça, mais je voulais quand même confirmer au niveau de mes missions que je m'engage jusqu'au bout de mes missions. Voilà. Merci pour cette précision. Oh, je voudrais juste revenir de ce qui était avant la fosse 8. C'est-à-dire la salle des pendus, ce qui a été racheté par la commune, le Chevalet, où j'ai su, ça fait pas si longtemps que ça, que la commune avait racheté cette parcelle-là. Pour en faire quoi maintenant? Vu la somme, j'ai vu sur le truc, moi, ce Chevalet, quand j'en vois à Wany, c'est quand même un patrimoine, c'est quand même nos mineurs, nos parents, nos grands-parents, hein, ce site. Alors, je sais, maintenant, il faut rembourser. Non, mais de toute façon, c'est la commune. Ce site-là, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et sur le projet qui nous a été présenté, donc c'est dès lors que c'est un projet, un gros projet comme ça, et un projet dans lequel un des bâtiments est répertorié à ce titre, le projet peut être porté par l'EPF, l'établissement public foncier. Donc lui, il est chargé de structurer l'ensemble du parc,
de le rétrocéder par la suite à la commune. Donc c'est lui qui se porte acquéreur, grosso modo, hein, je schématise, voilà, et je raccourcis, et après de le revendre à la commune. Et la commune, bah, c'est 1,5 million, maintenant c'est moins, c'est un flou total, honnêtement c'est un flou total. Je le dis comme je le pense et avec mes mots. Et au-delà de ça, on nous a dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, 1,5 million, voilà, on va faire ça au milieu, on va mettre des maisons, on va mettre ci, on va mettre ça, et en vérité, c'est à peu de choses près, ça coûte 0 € à la commune. Et après, on nous apprend 1 mois et demi après que bah, le promoteur, il s'est retiré, parce qu'il s'est rendu compte que les terrains étaient pollués. Là, je ne suis pas dans l'exagération, je suis dans la vérité. Hein. Les terrains autour du chevalement étaient pollués. Pas non plus sortir pour s'en rendre compte. Mais bon, donc le promoteur l'a appris, il retire ses billes. Il faut savoir qu'on a dû voter encore des avenants ici au dernier conseil municipal, alors que préalablement, en début de conseil municipal, on nous a fait voter, encore une fois, alors là par contre ça a augmenté de plus de 400% les frais de justice et les frais d'avocat à la commune, parce qu'il y a un litige entre un des propriétaires, donc c'est STB ou Ambre, voilà, qui a porté un recours sur cette acquisition. Donc pour l'instant, on est au point mort sur tout. On nous fait signer des avenants supplémentaires qui coûtent moins cher. Alors supplémentaires qui coûtent moins cher, j'adore le principe. Et pour finir, on n'en sait pas plus du tout. Quand j'en ai parlé tout à l'heure en ouverture, quasi, c'est vraiment un gros dossier. Parce qu'il y a cette sauvegarde du patrimoine qui est importante, mais qui est importante pour tout, hein, qui est importante sur la sauvegarde de la mairie. C'est un bâtiment ancestral et il y a plusieurs centaines d'années. C'est les écoles, c'est des bâtiments aussi qu'il faut sauvegarder parce que c'est le patrimoine de la commune. La chapelle polonaise, quelle que soit l'origine, mais je veux dire, voilà, c'est un bâtiment qui est historique et qu'il faut conserver, au moins dans son essence architecturale. Donc, tous ces dossiers-là, on n'a aucune vision de la réalité. Nous, on sait ce qu'on va en faire, on sait comment on va l'amener. Sauf que là, c'est un projet à 1,5 million. Si c'est pour mettre des herbes et puis pour les faire pousser, qui va l'entretenir au final? Qui va l'entretenir? Alors c'est bien beau de nous vendre du rêve en disant, bah, de toute façon, ce projet, on l'a équilibré financièrement. Non, il n'y a rien d'équilibré financièrement. On va refourguer le bébé à l'équipe qui va être en place et de dire que on va faire ci, on va faire... Non, on va rien faire du tout parce que les sols, ils sont pollués, ça va coûter une blinde et qu'il faut un projet concret pour qu'on puisse... Voilà. Il y a des atouts parce que ça permet d'extrapoler sur la rue Basly, il y a des accès. Mais le terrain, ça fait des années qu'il est comme ça. Et il y a une pollution historique, faut pas se mentir. Donc voilà quoi. On va pas vous dire demain on va faire un super truc là. Voilà. Et sur la sauvegarde, par exemple, un ordre d'idée, le chevalement ou le chevalet, je sais pas comment on dit. Voilà. La remise en peinture, 800 000 €. 800 000 €. Donc vous voyez, dans l'ordre des priorités, il y a vraiment... Et ça ferait un super quartier, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais encore une fois, on n'a pas mis la charrue, on a mis 2 charrues avant les bœufs. C'est-à-dire que bah, ça y est, on a récupéré le bébé à l'EPF, et derrière, bah, on nous a dit, oh, on met 15 maisons, on fait un Monopoly. Mais non, c'est pas la rue de la Paix, hein, c'était la rue de Belleville. Donc ça rapporte que dalle. Donc, et derrière, il va falloir reprendre tout le dossier financier, parce que bah, il n'y a rien de structuré, malheureusement. Quand on pense qu'à l'époque, il y avait 2 chevalets. Ouais. Il y en a un qui a été démonté, qui a été transféré, je ne sais plus où, et il est resté celui-là. Et celui-là, il fait 48 mètres de haut, et c'est un des plus hauts de la région du Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Alors on nous a dit que ça allait être une maison des associations, enfin des trucs comme ça, mais après c'est excentré, enfin je sais pas, bon bref. Voilà, c'est ça. Il n'a pas été entretenu comme autre chose. Par contre, c'est vrai que ce soit vous qui arriviez après, vous n'allez pas pouvoir tout faire sur 1 an ou 2. C'est pas vrai. Vu l'état de la commune depuis 12 ans, jamais. Ah mais nous on signe pour 12 ans, on signe pas pour un mandat, hein, nous on part pour 2. Ça on vous le dira le 15 mars seulement. Non mais sérieusement, oui, bah, c'est ça aussi, c'est-à-dire que
c'est toujours la période où on va, voilà, maintenant on est les plus beaux, on est les plus forts, mais non, il y en a 3 qui vont être les plus beaux et les plus forts, on est 3 listes, donc voilà, mais à un moment donné, il faut être sérieux, il faut être concret, voilà, c'est que tout est on part pas, on part pas d'une page blanche, on réécrit un livre. Il faut reprendre tout de A à Z. Il y a eu un abandon, mais c'est pas une critique, c'est juste un constat de tout ce qui s'est passé, qu'on parle de sécurité, qu'on parle d'éducation, de culture. Quand on voit, et c'est flagrant, c'est l'exemple, et ben ce sera le mot de la fin, ce qui se passe sur les communes aux alentours. Il n'y a aucune honte à aller voir ce qui fonctionne sur les communes aux alentours. Et pourquoi les Évinoises, les Évinois, les enfants, ils n'auraient pas les mêmes besoins, les mêmes droits que ceux de Leforest, ceux de Noyelles. Pourquoi? Encore une fois, ce n'est pas une question de moyens, c'est juste une question de volonté. Si on se donne la volonté de vouloir réussir, depuis tout à l'heure, on répond aux questions, mais vous avez vu, c'est pas moi qui parle tout le temps, je veux dire, on est assez, on est même plus, et je veux dire que dans la salle, que ce soit Thierry, que ce soit Teddy, que ce soit Odd, que ce soit Nawel, ou que ce soit, si je commence à dire tous les noms, il faut que je dise tout le monde, Chloé, mais voilà. Tout le monde est en capacité de répondre. Parce que voilà, ce qu'on a chevillé en nous, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dedans au fil de nos rencontres, et je pense que les gens l'ont reconnu aussi, c'est qu'on est viscéralement attaché à notre commune. On veut la faire revivre. C'est pas un slogan, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on pense profondément. Simplement pour une seule chose, c'est qu'on aime notre ville. Et je pense que, en vérité, ça devrait juste être ça, le titre du programme. J'aime ma ville, point. Parce que du moment qu'on aime, on s'investit, on compte pas, je veux dire, parce que on voit, on fait des vidéos, c'est rigolo, on a fait une chanson, c'est rigolo. Mais en vérité, tout ça, c'est du travail derrière, c'est de l'implication, c'est du temps qu'on passe au lieu de regarder la télé ou de se faire ci, c'est parce que, et on se plaint pas, c'est parce qu'on le veut bien. Et toute cette énergie qu'on a tous ici, c'est cette énergie qu'on veut retranscrire pour la collectivité, pour la commune. Je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le maire, les adjoints, les conseillers, il n'y a pas de petits, de grands. Moi, je le dis très honnêtement, moi, sans l'équipe, je suis peanuts. Parce que c'est l'unité de groupe qui porte, c'est la force d'un groupe, c'est ça, c'est que des idées, j'en ai à l'appel et je me fais ramasser à l'appel aussi parce qu'ils me disent, voilà. Et bien c'est ça qui est important, c'est savoir se remettre en question à chaque fois, savoir se dire, mais ok, ce qu'on a mis dedans, et dans 2 mois, je vous dirai, ouais, sur ce point-là, on s'est planté, parce qu'on l'a mis en place. Mais on aura communiqué, on aura expliqué le pourquoi du comment. La question, c'est pas de convaincre, c'est de convaincre, mais c'est pas ça. La question n'est pas de convaincre les gens de voter pour nous. La question, c'est de dire aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Nous, on propose, oui, de faire, mais encore une fois, c'est un slogan, de faire revivre, c'est la volonté qu'on en a, et ça part à tous les points de vue, que ce soit la beauté, on n'a pas parlé, hein, mais l'illumination de la mairie, les décorations de Noël qui restent à longueur d'année, je peux citer, on peut rester jusqu'à 23h et il y a des super gâteaux à manger, mais on peut parler de tout ça, le fleurissement de la ville, les gens, et quand je parle pour moi, c'est pas péjoratif, c'est pas égoïste, je parle au nom de tout le monde, je pense que c'est ça. On aime sa commune, on aime la voir belle, on aime la voir propre, on aime voir le cimetière désherbé, on aime voir la mairie qui serait illuminée en rose pour fêter Octobre Rose ou couleur de Noël, que ce soit pas marqué voilà, on aimerait quelque chose de cohérent, on aimerait que au printemps il y ait des tulipes, il y ait des jonquilles, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, on aimerait que tout ça, ça peut se faire, tout simplement pour une seule chose, c'est parce que ici, je pense que vous l'avez compris depuis le début, et depuis le début de la pré-campagne, on va seulement y rentrer le 2 mars, il y a une réelle volonté du groupe. On est présent en manifestation, on répond sur les réseaux, ben, ça demande juste une chose, ça demande juste de la volonté, un peu de courage, je le conçois, mais juste de la bonne volonté et l'amour de sa commune. Donc voilà, ce sera... Ah ouais, 2 questions. Merci, j'ai fait une belle conclusion. Bah oui, c'est parce que j'ai sorti les financiers. Je sais que tu as fait une belle conclusion, mais il faut que je la pose. Aujourd'hui, on a nos médecins qui commencent à être vieillissants. Est-ce que vous allez avoir un projet derrière tout ça? C'est-à-dire, comme à Wany, par exemple, il y a une maison de santé qui s'est créée et les médecins sont même, à la limite, ils sont même salariés municipaux. Donc, est-ce que vous allez penser justement au vieillissement de nos médecins? La réponse, elle est dans ta question. Y penser. C'est-à-dire qu'on a trop souvent ici eu l'exemple
que on se pose le problème quand il est arrivé. Là, on sait que les médecins, ils sont vieillissants et ils vont arriver à une période où ils vont arriver en retraite. Ça s'est passé notamment avec Madame Lipka. Il faut qu'on puisse dialoguer avec eux et faire en sorte qu'il y ait une transition qui puisse être la meilleure. C'est ce qu'on a mis aussi sur le point, je ne sais plus lequel, mais Marianne va le retrouver. Voilà, 63, voilà. C'est de garantir, ça c'est un engagement fort, de garantir comment on va appeler, une offre de soins, merci Philippe, une offre de soins aux Évinoises, aux Évinois, parce que on en a tous besoin, et c'est pas de se dire du lundi, tiens, mardi, part en retraite. Voilà. C'est derrière, c'est pas de dire non, on va faire une maison de la santé, c'est de dire voilà, de rencontrer les médecins, de voir ce qu'on peut faire au mieux pour eux et de pouvoir derrière au plus vite de pouvoir qu'il y ait un remplaçant qui puisse arriver. Alors Christophe, j'ai une question qui m'arrive sur mon téléphone. On me demande si ton engagement de revenir dans la commune d'Eva a bien été tenu. Parce qu'on savait que tu n'étais plus évinois. L'es-tu de nouveau? Oui. Merci. J'habite Eva. Je ne suis pas hébergé, j'habite Eva. Voilà. Mais ça me permet... je vais faire une autre transition, qui sera encore rien. Pour répondre à la question que tu as eue, là aussi, ça a été le leitmotiv, ou ça a été un peu le faire-valoir de certaines personnes qui disaient ils n'habitent pas la commune. Ça veut dire quoi alors? La légitimité, elle est celle d'habiter la commune, mais si c'est ça, la vraie légitimité, c'est celle de défendre des intérêts. Je pense qu'on a eu l'exemple pendant un mandat de maires, d'adjoints qui habitaient la commune, qui ont par exemple voté l'augmentation de 400% de la taxe des ordures ménagères. Nous, on aurait voté contre. Ça, c'est un intérêt pour les gens. Est-ce que c'est la légitimité d'habiter la commune ou d'habiter ailleurs et de voter contre? On parlait des associations. Nous, on a voté contre la baisse des subventions aux associations. Ceux qui habitaient Eva, ils ont voté pour. Donc, à un moment, il faut remettre aussi, ça tombe bien, on remettra d'éclairage aussi, l'église au centre du village. Et de savoir que, voilà, c'est important que le maire, mais le cœur d'Eva, moi je l'ai, je suis né au Django. Donc, et je l'ai toujours. Et je pense que ça s'est senti quand on parle de la commune et de ma commune. Merci. Il y a des financiers. Sachant que vous avez tous une activité, c'est comme moi, en mairie. Pour les micros, ce qu'ils vous ont peut-être pas entendu. Sachant que vous êtes tous en activité. Non, pas tous. Il y a des retraités. Non, mais ce que vous avez là, c'est juste une représentation de l'équipe. On a d'autres retraités, n'est-ce pas, Suzanne? Voilà. Je vais parler de mon cas, par exemple, parce que c'est la question indirectement. J'en ai déjà parlé là où je travaille. Si d'aventure, si nous sommes élus, je vais passer à 80%. 80%, ça veut dire que je serai tous les jours à partir de 16 h en mairie, plus un jour et demi présent en mairie. Je réponds tout à l'heure, on a une maire qui doit être présente normalement tous les jours aussi. On ne voit pas beaucoup de différence. Voilà. Par exemple, si je suis élu, les permanences se dérouleront tous les samedis. Ce qui est quand même plus pratique pour recevoir la population, puis au moins les personnes qui travaillent le samedi matin. Oui. Pour les élus. Pour les permanences. Je ne l'aurais pas encore dit, mais si. De toute façon, il faudra rester après-midi, il y aura les mariages, donc c'est bon. Il y a midi à côté pour les sandwichs. C'est parfait. Ouais. Alors, il reste deux petites questions sur Internet. Y aura-t-il des fêtes communales? On va demander à Sandy. Ah bah non, elle est à la Réunion. Non, la Réunion, c'est ici. Ouais. Ça fait partie du... De la Réunion. Vas-y. De municipal. Oui.
Oui, il y a le grand projet, là aussi, hein, de remettre au goût du jour des vraies fêtes communales sur un week-end, parce que je pense qu'on a besoin de ça aussi. On a besoin de beau sur la commune, on a besoin de propre, mais on a besoin de gaieté, on a besoin de joie, et remettre des vraies fêtes communales au cœur de la commune le week-end. Le week-end n'est pas, la période est pas encore tout à fait ciblée, mais avec un vrai carnaval, avec des vraies animations pour l'ensemble des Évinois. Pour compléter, juste pour ceux qui nous connaissent, donc Sandy et moi-même à la PE-Mérès, on fait déjà beaucoup de choses pour l'école, mais ça sera la même chose, mais à grandeur de la commune. Et bravo à vous, justement. Autre question, mais qui concerne peut-être plus la municipalité actuelle, et ça a déjà été répondu en conseil municipal, et l'ancien magasin Proxy. Va ouvrir au mois de mai, il me semble. C'est ça, hein. C'est au mois de mai, un Proxy Express. Ouais, voilà. Coxy Market. Ouais. Et juste une petite remarque que je voulais partager de Rudy Kaliski, on est déjà convaincus. Je vous remercie tous pour votre participation. Il me reste une question. Notre maire actuel a quel salaire? Elle n'a pas un salaire. Les élus ont une indemnité de fonction. Oui, bah donc. Et je vais tout de suite, je vais répondre par ça, mais ce qu'on a dénoncé quand on parle, nous, de diminution, c'est pas tant le fait de ce que les élus ont comme indemnité. On a le mot complet. Indemnité de fonction. Qu'est-ce qu'on en fait? L'indemnité de fonction, elle est là pour couvrir. Je vais parler de mon cas. Je vais perdre moi, l'indemnité de maire et l'indemnité à la CAC, admettons, si je suis élu, c'est moins que ce que je gagne actuellement. Donc, l'indemnité de fonction, elle est faite pour les élus, que ce soit maire, adjoint ou conseiller délégué, pour couvrir leurs frais de représentation. Et quand j'entends frais de représentation, c'est on va au repas du basket, on prend une grille, on prend 10 grilles, on paye une tournée générale, on marie, on est décent, on achète une chemise, on doit se déplacer parce qu'on prend sa voiture, on s'en va à droite, on s'en va à gauche, il y a plein de frais. L'indemnité de fonction, elle sert à ça. C'est pas un salaire, elle ne sert pas à acheter une voiture, une véranda, ou peu importe. Elle n'est pas là pour ça. L'indemnité de fonction, elle est faite pour couvrir justement les activités durant le mandat ou pour compenser la perte de salaire qu'il y a lorsque l'élu est encore en fonction et qu'il travaille encore. Voilà, c'est surtout sur ça. Alors après, je ne vais pas vendre du rêve, je ne vais pas dire, ça y est, on baisse les indemnités de 50%, parce qu'en vérité, un budget, quand on le vote, et là c'est sur la prévision, c'est le BP, on peut mettre toutes les sommes. Je peux vous dire, on va mettre 300 000 euros, parce qu'on peut, sur l'article pour les indemnités, mais en vérité, à l'année, ça va coûter que 45 000 euros. Puis je vous dirais, mais derrière, on a économisé 245 000 euros, c'est pas vrai. Donc, le diminuer, oui, mais au prorata de l'investissement qui va être mis de la part des élus, c'est ça. Être élu, c'est pas s'enrichir, surtout sur des communes de cette strate-là, quoi. Mais nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est replacer le rôle de l'élu au sein même de la commune, et avec ça, avec son implication, avec ses participations, comme on peut le faire dans des lotos, dans des repas, dans toutes ces choses-là, dans une buvette. Quand on vend une grille, c'est pas 1 euro, on prend pas une case, on en prend 3, on en prend 4, on en prend 5, voilà, quoi, et ainsi de suite. Donc voilà, quand il y a un marché de Noël, on fait pas beaucoup. On prend parce qu'il y a les commerçants, parce qu'on achète local, parce que c'est tout ça. Voilà. Et ça, c'est l'implication. Et la question était combien? C'est en brut, vous pouvez taper sur Google l'indemnité de maire. Après, il y a des taux, mais au taux maximum à Evans, aux alentours de 2 000 euros. Brut. Pour le maire. Après, les adjoints. Le maire prend tous les adjoints. Je ne leur ai pas encore dit non plus. Je vous remercie. On ne prend plus de questions. Je vous propose, merci, d'aller boire un verre ensemble et de déguster. Merci à toute l'équipe qui a préparé la table, les gâteaux et les boissons. Merci à tous pour votre participation et votre soutien. Et on vous attend aussi dimanche matin pour un nettoyons la nature sur la place de l'église.
Je te retrouve bien.